Lors du dîner de Noël, ma grand-mère m'a demandé pourquoi je n'utilisais pas le SUV offert l'an passé. Stupeur, je n'en ai jamais vu la couleur. Ma sœur a blêmi, et grand-mère a alors fait quelque chose de totalement inattendu. La question tomba sur la table avec une telle force que j'eus l'impression que les lumières vacillèrent. Ma grand-mère me regarda droit dans les yeux et me demanda où était le SUV, celui qu'elle m'avait offert à Noël dernier, et la pièce autour de moi s'immobilisa comme si quelqu'un avait coupé l'air. Elle le dit si calmement, presque doucement, mais la trahison contenue dans ces mots ouvrit une fissure dans la nuit qui ne se refermerait plus. J'étais assise là, à la longue table de la salle à manger de la maison de mes parents à Lyon, mes doigts encore crispés autour de ma fourchette, mon esprit refusant de donner un sens au son qui venait de quitter sa bouche. L'odeur du jambon rôti et des brioches à la cannelle flottait, chaude, dans l'air, mais je me sentis soudain glacé, comme si quelqu'un avait ouvert une porte derrière moi. Le lustre au-dessus de nous fredonnait doucement, le même lustre sous lequel j'avais grandi, mais la pièce me semblait étrangère, comme si j'étais assise parmi des inconnus. Je lui demandai ce qu'elle voulait dire. Ma voix semblait faible, même à mes propres oreilles. Elle répéta la question. Où était le SUV qu'elle m'avait acheté? Pourquoi avais-je pris le bus depuis l'aéroport au lieu de le conduire? Elle était perplexe, dit-elle, car elle s'attendait à le voir dans l'allée en arrivant plus tôt cet après-midi. Elle l'avait cherché et ne l'avait pas vu. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit que je ne savais pas de quel SUV elle parlait. J'ai dit que j'avais pris le bus parce que c'était bon marché et prévisible et parce que le loyer à Lille ne se payait pas tout seul. J'ai dit que je n'avais même pas de voiture. Ma vie n'incluait rien avec les lettres S, U ou V. Ma grand-mère me fixa un long moment. Pour la première fois de la soirée, elle avait l'air fatiguée. Pas fatiguée comme si elle avait voyagé. Fatiguée comme si quelque chose de lourd venait de se poser sur sa poitrine. Elle n'était rentrée que depuis quelques jours après avoir passé 18 mois en mission de conseil pour une association de santé publique en Bretagne. Elle était censée se reposer. Au lieu de cela, elle était assise là, à étudier mon visage, cherchant quelque chose que je n'avais pas. Puis elle tourna la tête vers Chloé. Ce minuscule mouvement, lent et délibéré, fut le son le plus fort dans la pièce. Papa baissa les yeux et attrapa sa serviette, bien qu'il n'en eût pas l'air d'en avoir besoin. Maman se précipita pour dire quelque chose sur le fait que Noël n'était pas le moment de parler d'argent ou de cadeaux et que les malentendus étaient normaux après un voyage. Chloé leva son verre de vin et esquissa un léger sourire, le genre de sourire qui me disait qu'elle n'était surprise par rien de tout cela. Je ne savais pas encore qu'on venait de me donner la première pièce d'un puzzle que tout le monde à cette table résolvait dans mon dos. Je ne savais pas que quelque chose qui m'était destiné avait été intercepté, redirigé, réutilisé, comme si ma vie était un débarras où n'importe qui pouvait prendre ce qu'il voulait sans demander. Si vous écoutez ceci, je me demande ce que vous faites en ce moment. Peut-être que vous cuisinez, pliez du linge, rentrez chez vous en voiture, ou êtes assis quelque part au chaud avec une tasse de café. Pour moi, lorsque ce moment est arrivé, j'avais 29 ans, j'étais épuisé par les gardes à l'hôpital, assise dans ma maison d'enfance avec une famille que je pensais comprendre. Si ma grand-mère n'avait pas posé cette question, j'aurais pu vivre toute ma vie sans jamais savoir ce qui m'avait été pris. Je dois revenir un peu en arrière. Je dois vous raconter comment la nuit de Noël a commencé. Je m'appelle Amélie Dubois. Je suis interne en médecine interne. Cela signifie que je travaille de longues heures, que je dors par courtes périodes, que je mange ce qui est disponible, et que j'essaie de ne pas faire d'erreur dans un domaine où chaque erreur compte. Je vis dans un petit 2 pièces à Lille. Le loyer est gérable si je fais des gardes supplémentaires. Mon budget est si serré que je suis à la trace chaque euro qui entre ou sort. Je ne me plains pas. J'ai choisi cette voie. Mais rien dans ma vie n'inclut de cadeaux coûteux ou de voitures de luxe. J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi le matin du réveillon de Noël. Ma garde à l'hôpital s'était terminée à 5 heures du matin, et je suis parti directement du travail avec mon sac à dos et un manteau qui avait besoin d'être remplacé. Lorsque mon vol a atterri à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, le vent glacial m'a mordu le visage dès que j'ai mis le pied dehors. J'ai resserré mon manteau, vérifié l'heure et me suis dirigé directement vers l'arrêt de bus. Le bus était en retard. C'est souvent le cas en hiver. Ça ne me dérangeait pas. Personne ne m'attendait, sauf mes parents, et ils étaient habitués à ce que j'arrive discrètement, me glissant dans la maison sans faire de scène. Le trajet en bus a duré près d'1 heure. J'ai regardé des rues familières défiler derrière les vitres embuées,
les maisons emballées dans des lumières, les décorations de jardin, les allées déjà déneigées. Tout semblait exactement pareil que lorsque je suis parti pour mes études, mais rien en moi ne ressentait la même chose. Quand on travaille dans un hôpital, on apprend à rester calme dans le chaos, mais rien ne m'avait préparé à la tension que je ressentais toujours en entrant dans la maison de ma famille. La porte d'entrée s'est ouverte avant que j'aie eu la chance de frapper. Maman m'a serré rapidement dans ses bras, son parfum assez fort pour me piquer les yeux. Papa m'a serré la main au lieu de me prendre dans ses bras. Chloé est apparue du salon, m'a regardé de haut en bas, a dit que j'avais l'air fatigué, et est retournée à son téléphone. Son petit ami Lucas est arrivé quelques minutes plus tard pour parler du temps et me faire un signe de tête qui ressemblait plus à un congé qu'à un salut. Grand-mère a été la dernière à arriver. Elle est entrée dans la maison avec sa canne et une écharpe qui retenait encore le froid du dehors. Elle m'a serré dans ses bras plus longtemps et plus fort que quiconque. Elle m'a dit que j'avais l'air plus mince. J'ai essayé de faire une blague sur les horaires de l'hôpital et la nourriture de la cafétéria, mais ma voix s'est un peu brisée et elle l'a remarqué. C'était toujours elle qui remarquait. Le dîner a commencé comme toujours. Trop de nourriture. Trop d'histoires sur des gens dont je me souvenais à peine. Chloé parlant fort de ses projets de vacances et des endroits où elle et Lucas voulaient voyager. Papa se vantant du nouveau travail de Chloé. Maman riait à tout ce que Chloé disait. Personne ne m'a beaucoup interrogé sur mon internat. Quand j'ai essayé d'en parler, on m'a interrompu. Chloé a dit que les hôpitaux étaient déprimants. Lucas a dit qu'il détestait l'odeur de désinfectant. Papa a dit que je devrais trouver une spécialité qui paie plus. J'ai coupé dans mon jambon sans répondre. J'ai arrêté d'essayer d'impressionner ma famille il y a des années. Grand-mère écoutait, cependant. Elle écoute toujours. Elle m'a interrogé sur mes patients. Elle m'a demandé comment se passaient mes stages. Elle m'a demandé si je mangeais correctement. Je lui ai dit que j'allais bien. Je l'ai dit d'un ton léger, mais elle a froncé les sourcils quand même. Le moment est si clair dans mon esprit que je pourrais le dessiner. Je venais de prendre une gorgée d'eau quand elle a demandé pourquoi j'avais pris le bus depuis l'aéroport. La fourchette dans ma main s'est arrêtée en l'air. Chloé m'a jeté un coup d'œil, puis à grand-mère, comme si elle attendait quelque chose. J'ai dit que le bus était pratique. J'ai dit que c'était bon marché. J'ai dit que je ne voulais pas dépenser d'argent pour un VTC. Grand-mère a hoché la tête une fois. Puis elle a demandé où était le SUV. Elle l'a demandé de la même manière que quelqu'un pourrait demander où est passé un parapluie égaré. Elle a posé une question sur un SUV que je n'avais jamais vu. J'ai demandé de quel SUV elle parlait. Ma voix a résonné un peu dans mes oreilles. Elle a expliqué qu'à Noël dernier, elle m'avait acheté un SUV bleu nuit parce qu'elle savait que je commencerais mon internat et qu'elle voulait que j'aie quelque chose de sûr. Elle a dit qu'elle avait traité avec un concessionnaire et avait tout arrangé. Elle a dit qu'elle avait envoyé les papiers. Elle a dit que maman lui avait dit que je l'avais bien reçu. J'ai senti ma gorge se nouer. Ma vision s'est légèrement rétrécie. Mon premier instinct a été de rire parce que cela ressemblait à une confusion trop ridicule pour être réelle. Mais personne d'autre n'avait l'air amusé. Sauf Chloé. J'ai dit à grand-mère qu'il devait y avoir une erreur. J'ai dit que je n'avais jamais reçu de voiture. J'ai dit que je ne possédais rien de plus précieux que mon ordinateur portable et mon stéthoscope. J'ai dit que je joignais à peine les deux bouts, ne payant mon loyer à temps que parce que je prenais des gardes supplémentaires. Elle m'a regardé comme si elle me voyait clairement pour la première fois. Puis elle a regardé Chloé. Chloé a levé le menton et a souri, un sourire lent et amusé. Mon estomac s'est tordu. Papa a attrapé son verre de vin mais a légèrement manqué le pied. Maman a marmonné quelque chose sur une mauvaise communication, le décalage horaire et le stress des fêtes. Personne n'osait la regarder dans les yeux. Je ne comprenais pas encore la profondeur de la trahison. Je sentais seulement une douleur monter dans ma poitrine, une douleur qui venait de savoir que quelque chose s'était passé autour de moi, pas à moi, comme si ma vie avait été traitée comme un tiroir dans lequel quelqu'un pouvait fouiller. Grand-mère a finalement rompu le silence. Elle a demandé quand j'avais utilisé le SUV pour la dernière fois. J'ai répété que je n'en avais jamais eu. Elle a demandé si j'étais certaine que le concessionnaire ne m'avait pas contacté. J'ai dit oui. Elle a demandé si quelqu'un en avait discuté avec moi. J'ai dit non. Chaque réponse que je donnais semblait raidir un peu plus ses épaules.
Elle a tapé sa canne contre le sol, un son à peine audible mais assez vif pour faire sursauter Chloé. J'ai repassé l'année écoulée dans ma tête, cherchant le moindre indice de l'existence de quelque chose comme ça. Rien. Tout ce dont je me souvenais, c'était de travailler, payer des factures, m'inquiéter de mes prêts, prendre le bus, marcher jusqu'au travail, faire la grasse matinée les rares matins de congé, et essayer de ne pas m'effondrer d'épuisement. Rien à propos d'un SUV. Elle a demandé quand j'avais parlé pour la dernière fois à maman de mes moyens de transport. Maman a dit qu'elle supposait que j'avais eu le SUV et que je l'utilisais à Lille. Elle l'a dit si vite que cela semblait répété. Papa a hoché la tête en signe d'accord sans lever les yeux. Chloé a tracé le bord de son verre de vin avec son doigt. Quelque chose en moi s'est fissuré. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose sur son visage que j'aurais dû remarquer il y a des années. Ce sentiment de possession. Ce sentiment que tout lui est dû. Cette conviction qu'elle devrait avoir tout ce qui est bon qui entre dans notre famille, même si c'est destiné à quelqu'un d'autre. Le moment s'est étiré assez longtemps pour laisser une cicatrice. Grand-mère a soudainement posé sa fourchette. Le bruit du métal sur la porcelaine était doux, mais il a traversé la pièce comme un verre qui se brise. Elle a demandé à Chloé si elle avait quelque chose à dire. Chloé a haussé les épaules et a dit qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Papa s'est de nouveau raclé la gorge, plus fort cette fois. Maman a chuchoté que ce n'était pas la bonne soirée pour évoquer une confusion au sujet des cadeaux. J'étais assise là, mon cœur battant contre mes côtes si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Chloé a pris une autre gorgée de vin. Grand-mère l'observait. Dans ce petit instant, quelque chose a changé. Je l'ai senti dans mes os. Un fil avait été tiré, et tout ce qui avait été solidement noué pendant des années commençait à se défaire. J'ai regardé autour de la table et j'ai réalisé que j'avais grandi en croyant que nous étions une famille. Mais les familles ne cachent pas des voitures destinées à une fille pour les donner à une autre. Les familles ne mentent pas si bien que la personne à qui on n'en a jamais la chance de le remarquer. Le silence qui a suivi semblait plus lourd que n'importe quel mot aurait pu l'être. Le dîner a repris après un moment, mais ce n'était plus pareil. La conversation commençait et s'arrêtait par à-coups maladroits. Papa a fait tomber sa fourchette 2 fois. Maman a surcomplimenté chaque bouchée de nourriture. Chloé s'est excusée pour prendre un appel qui ne semblait pas réel. Grand-mère a à peine touché à son assiette. Je n'arrêtais pas de penser à l'année que j'avais passée à compter mes centimes pendant que quelqu'un d'autre conduisait quelque chose qui était censé être à moi. Plus tard dans la nuit, quand je suis enfin montée dans la chambre où je dormais adolescente, je me suis allongée sur le vieux matelas et j'ai fixé le plafond. Je pouvais encore entendre la question de grand-mère résonner dans ma tête. Où est le SUV que je t'ai offert à Noël dernier? Cela semblait simple. C'était tout sauf simple. Parce que je savais maintenant que la vraie question n'était pas à propos du SUV. C'était à propos de ce qui avait été pris d'autre. C'était à propos de qui avait décidé que je n'avais pas besoin de savoir. C'était à propos de combien de temps il pensait pouvoir me garder dans l'ignorance. Et surtout, c'était à propos de pourquoi les yeux de ma grand-mère étaient devenus perçants quand elle a regardé Chloé, assez perçants pour libérer la vérité. Cette nuit-là était le commencement. Je ne le savais pas encore, mais une tempête avait commencé à se former autour de cette table, silencieuse et constante, attendant le moment où elle éclaterait enfin. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la maison était silencieuse. Le genre de silence qui semble mis en scène. Je suis resté allongé quelques secondes à regarder le plafond que j'avais mémorisé adolescente et j'ai senti la même pression dans ma poitrine que celle que je ressentais avant les examens. Sauf que cette fois, ce n'était pas la peur d'échouer. C'était le poids de réaliser enfin à quel point je savais peu de choses sur ce qui se passait au sein de ma propre famille. Je me suis habillé et je suis descendu. Papa était déjà parti au magasin de bricolage. Maman était dans la cuisine, fredonnant trop fort tout en essuyant un comptoir qui était déjà propre. Chloé dormait encore. Grand-mère était assise près de la fenêtre avec une tasse de thé, observant le jardin comme si elle l'étudiait. Elle avait l'air calme, mais je pouvais dire qu'elle n'avait pas bien dormi non plus. Quelque chose en elle avait changé la nuit dernière, et je soupçonnais que ce n'était que le début. Je lui ai dit bonjour et elle a souri doucement. Elle m'a demandé comment j'avais dormi. J'ai menti et j'ai dit bien. Elle ne m'a pas corrigé. Elle a juste hoché la tête et est retournée regarder par la fenêtre. Il y avait une lourdeur entre nous maintenant,
non pas causée par la distance, mais par une vérité qui avait été forcée au grand jour. Je ne savais pas ce qu'elle prévoyait de faire, mais je sentais qu'elle repensait à chaque détail de l'année écoulée de la même manière que moi. Je me suis versé un café, je me suis assise en face d'elle, et j'ai laissé mon esprit dériver vers l'île. Vers la vie que je vivais chaque jour pendant qu'un SUV à mon nom existait quelque part là-bas, sans moi. La vie d'un interne en médecine n'est pas quelque chose que la plupart des gens comprennent à moins de l'avoir vécu. Ce n'est pas glamour et ce n'est pas propre. C'est l'épuisement entremêlé de routine, le triomphe tressé d'échecs, et la patience apprise par nécessité. C'est un monde où chaque décision peut changer le cours d'une vie, et pourtant, il faut se souvenir de signer sa feuille de présence sinon on n'est pas payé. Mes journées commencent souvent à 5 heures du matin. Parfois 4. Parfois, je ne rentre pas du tout à la maison. Les couloirs de l'hôpital ont une façon d'avaler le temps si complètement qu'à la fin d'une garde, je ne peux pas dire si je suis réveillé depuis 10 heures ou 30. La médecine interne est un labyrinthe de diagnostics, où le moindre détail compte. Une douleur thoracique sourde plutôt qu'aiguë. Une fièvre qui monte la nuit au lieu du jour. Une valeur de laboratoire qui chute trop rapidement pour être une coïncidence. Il y a des jours où je me sens stable, capable, exactement là où je dois être. Et puis il y a des jours où je me tiens dans la salle des médicaments, la main sur le front, essayant de me souvenir de la dernière fois que j'ai mangé quelque chose qui n'était pas emballé dans un distributeur automatique. L'internat paie assez pour garder les lumières allumées et la cuisinière en état de marche, mais il ne laisse pas de place au confort. Pas avec mes prêts étudiants. J'ai choisi de payer plus de 3 500 € chaque mois parce que je refusais de traîner une dette jusqu'à la quarantaine ou la cinquantaine. La plupart des internes ne font pas ça. Ils choisissent les plans étendus et économisent de l'argent maintenant. Mais je ne pouvais pas me permettre de vivre comme ça. Je voulais la liberté plus tôt, même si cela signifiait vivre sobrement maintenant. Mon appartement à Lille est petit. Une seule chambre, des murs fins, une fenêtre qui donne sur un parking. Je ne garde que ce dont j'ai besoin. Un matelas, un bureau, un canapé d'occasion, et une table de cuisine qui vacille si on s'appuie dessus. Je ne décore pas beaucoup. Je n'achète pas souvent de nouveaux vêtements. J'apporte mon déjeuner dans des boîtes en plastique et je fais mon café à la maison au lieu de l'acheter. Je ne possède pas de voiture. Non pas parce que je n'en veux pas, mais parce que je ne peux pas justifier le coût. L'assurance, l'entretien, l'essence, les frais de stationnement. Tout cela s'additionne. Alors je prends le bus. Je voyage avec des étudiants, des employés de bureau et des gens qui sentent la cigarette. Je reste debout quand c'est bondé. Je m'assois quand il y a de la place. Je mémorise si bien les arrêts que je peux sentir où je suis même les yeux fermés. Les gens supposent toujours que je suis forte. Ils le disent comme un compliment. Amélie va bien. Amélie peut tout gérer. Amélie n'a pas besoin d'aide. Amélie est indépendante. J'en étais fier. Dernièrement, cela ressemblait plus à une excuse pour qu'ils ne me voient pas clairement. Un soir, environ un mois avant Noël, je terminais une garde qui semblait interminable. Un homme de 70 ans avait fait 2 arrêts cardiaques. Une femme avec un diabète non contrôlé avait besoin d'insuline en urgence. Un étudiant était arrivé avec des symptômes qui semblaient légers mais qui se sont avérés être une méningite. Chaque heure apportait une nouvelle crise, et au lever du soleil, mes jambes tremblaient à chaque fois que je marchais entre les chambres des patients. Quand ma garde s'est finalement terminée à 7 heures du matin, je suis entré dans la salle de repos pour prendre mon sac. Ma collègue Sophie Martin était là. C'est une des infirmières, l'esprit vif, le cœur chaleureux, et toujours prête avec une blague quand la journée semble lourde. Elle a remarqué que je portais encore mon manteau d'hiver même si j'étais resté à l'intérieur toute la nuit. Elle m'a demandé où ma voiture était garée. Je lui ai dit que je n'en avais pas. Elle a ri de cette manière gentille et taquine que les infirmières ont quand elles essaient de vous remonter le moral. Elle a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un médecin qui prenait le bus pour aller au travail. Elle a dit que ça me rendait unique. Elle l'a dit avec affection, mais quelque chose s'est quand même resserré en moi. J'ai ri avec elle, mais à l'intérieur, il y avait une petite piqûre. Non pas parce qu'elle le pensait méchamment, mais parce qu'au fond de moi, je souhaitais ne pas avoir à vivre comme je vivais. Je souhaitais pouvoir être le genre d'interne qui peut se permettre de rentrer en voiture après une garde de nuit au lieu d'attendre dans le froid un bus qui pourrait être en retard. Mais les souhaits ne changent rien.
J'ai choisi mes priorités. J'ai choisi la liberté à long terme plutôt que la facilité à court terme. Pourtant, ce commentaire a résonné dans ma tête plus qu'il n'aurait dû. Quand je suis finalement rentré chez moi ce matin-là, je me suis effondré sur mon lit sans même enlever mes chaussures. J'ai dormi 3 heures, je me suis réveillé, j'ai préparé des flocons d'avoine instantanés, et je suis retourné à l'hôpital. C'était ma vie. Jour après jour. Travailler, dormir, payer les factures, continuer à avancer. Et pendant tout ce temps, ma famille pensait que j'allais bien. Parfaitement bien. Ils ne savaient pas combien de fois je calculais mon budget dans l'allée du supermarché. Ils ne savaient pas combien de fois j'avais choisi de ne pas allumer le chauffage avant tard dans la nuit. Ils ne savaient pas à quel point je me sentais gêné quand mes collègues parlaient de week-end en voiture, de nouveaux meubles ou de vacances. Ils ne savaient pas que je portais chaque fardeau en silence parce que je croyais que c'était ce qu'une femme adulte était censée faire. Mais maintenant, assise à la table de la cuisine en face de grand-mère, je réalisais que le pire n'était pas que ma famille ne savait pas. C'était qu'ils n'avaient jamais demandé. Grand-mère a finalement détourné son regard de la fenêtre et a croisé mes yeux. Elle a demandé si je voulais du pain grillé ou des œufs. J'ai dit que je n'avais pas faim. Elle a attendu un moment, puis a hoché la tête, comme si elle comprenait que la nourriture n'était pas ce dont j'avais besoin. Je voulais des réponses. Je voulais savoir pourquoi un SUV avait été acheté pour moi et ne m'était jamais parvenu. Je voulais savoir qui l'avait intercepté. Je voulais savoir qui l'avait signé. Je voulais savoir qui l'avait conduit et pourquoi. Je voulais savoir ce qui m'avait été caché d'autre sous le voile de la politesse familiale. Mais je ne pouvais pas encore demander. Pas parce que j'avais peur. Parce que je sentais qu'elle réfléchissait déjà aux questions elle-même, et quelque chose me disait qu'elle avait besoin de temps pour construire les fondations de ce qui allait suivre. Maman est entrée dans la pièce à ce moment-là avec un grand sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a demandé si nous avions bien dormi. Grand-mère a dit qu'elle avait dormi convenablement. J'ai dit que j'avais bien dormi. Maman a tapé dans ses mains comme si elle était soulagée, puis a commencé à parler de ses projets pour la journée, comment elle voulait faire un tour au bord du lac ou visiter une exposition de crèche dans une église voisine. Ses mots étaient trop rapides, ses gestes trop grands. Elle essayait de remplir le silence de bruit pour ne pas avoir à reconnaître ce qui s'était passé la nuit dernière. Papa est rentré vers 10 heures avec des sacs du magasin. Il a dit bonjour rapidement et a demandé si quelqu'un voulait un café du bistrot. Sa voix était stable, mais ses yeux se sont posés sur moi puis se sont détournés en moins d'une seconde. Comme si me regarder trop longtemps le forcerait à voir la vérité qu'il évitait. Chloé est descendue vers 11 heures, parfaitement coiffée, portant un pull qui semblait neuf. Elle a embrassé maman sur la joue, a serré papa dans ses bras, a fait un signe de tête à grand-mère, puis m'a adressé un sourire rapide qui ressemblait à un défi. La voir a resserré quelque chose dans ma poitrine. Pas de la colère. Pas encore. Quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Le genre de sentiment que l'on ressent quand un puzzle commence à prendre forme dans ses mains avant même que les pièces ne soient complètement retournées. Nous avons tous bougé dans la maison pendant un moment en prétendant être normaux. Mais la normalité était déjà partie. L'air dans la maison était tendu, étiré. Chaque conversation semblait contourner la vérité non dite. Chaque regard entre les adultes portait un courant sous-jacent de quelque chose qui mijotait. À midi, je me sentais agité. La douleur de ne pas savoir était pire que l'épuisement. Je suis sorti pour respirer. L'air froid m'a brûlé les poumons, mais il m'a ancré. J'ai enroulé mon manteau autour de moi et j'ai descendu l'allée. J'ai pensé à l'année écoulée. Les trajets en bus. Les longues nuits. Le budget serré. La honte qui venait chaque fois que quelqu'un supposait que les médecins étaient riches. La fierté que je portais d'être indépendante. La solitude qui l'accompagnait. J'ai pensé à la facilité avec laquelle ma famille acceptait que j'aille bien. À la rapidité avec laquelle ils croyaient que je n'avais besoin de rien. Et puis j'ai pensé au visage de grand-mère quand je lui ai dit que je ne savais rien du SUV. La tristesse. La déception. La détermination. Quelque chose se préparait. Je le sentais dans mes os. Je me suis retourné vers la maison et j'ai vu grand-mère qui m'observait depuis la fenêtre. Elle n'a pas détourné le regard. Elle a soutenu mon regard pendant un long moment, et dans cet échange silencieux, j'ai senti le premier tremblement de la vérité commencer à remonter à la surface.
Ce qui avait été caché n'allait pas le rester bien longtemps. Quand je suis rentré, la maison semblait plus chaude qu'avant, presque trop chaude. Maman s'affairait de nouveau dans la cuisine, prétendant réorganiser des ustensiles qui n'en avaient pas besoin. Papa était assis à la table de la salle à manger, feuilletant un journal qu'il ne lisait pas vraiment. Chloé se tenait au comptoir, étalant du fromage frais sur un bagel, fredonnant un air qui semblait intentionnellement joyeux. Grand-mère était assise dans le fauteuil le plus proche de la fenêtre, la même place qu'elle choisissait toujours. Elle a levé les yeux quand elle m'a entendu, puis m'a fait signe de m'asseoir en face d'elle. Son expression était plus calme maintenant, mais il y avait un feu dans ses yeux que je reconnaissais. C'était le regard qu'elle avait quand elle avait pris une décision. Je me suis assise, attendant, ne voulant pas la presser. Elle a joint ses mains autour de sa tasse de thé et m'a étudié un moment avant de parler. Elle m'a demandé si je me souvenais de la dernière fois que nous nous étions parlé au téléphone avant qu'elle ne parte pour la Bretagne. J'ai dit oui. Elle m'avait appelé tard un soir alors que j'étais en courte pause pendant mon stage. Elle m'avait demandé ce que j'avais mangé ce jour-là. Elle m'avait demandé si mon appartement était sûr. Elle m'avait demandé si je me sentais dépassé. Elle demandait toujours ces choses. Elle n'appelait jamais mes parents pour avoir des nouvelles de moi. Elle m'appelait directement. Elle disait qu'elle faisait plus confiance à ma voix qu'à des informations de seconde main. Elle n'aimait pas les intermédiaires. Elle n'aimait pas les devinettes. Si elle voulait savoir si j'étais en sécurité, fatigué ou stressé, elle me le demandait à moi, pas à maman, pas à papa, pas à Chloé. Elle m'a rappelé la nuit où je lui avais dit que j'étais rentré à pied d'une gare tardive parce que les horaires de bus avaient changé et que j'étais trop fatigué pour attendre le suivant. C'était tard dans la nuit et il neigeait, et j'avais marché près de 3 kilomètres dans le vent froid. Je ne l'avais pas mentionné parce que je voulais de la sympathie. Je l'avais mentionné parce que je savais que ça l'inquiéterait, et d'une certaine manière, je voulais que quelqu'un dans le monde s'en soucie. Elle se souvenait des mots exacts que j'avais dit. Je lui avais dit que j'allais bien. Je lui avais dit que j'y étais habitué. Elle m'avait dit qu'elle n'aimait pas l'idée que je marche dans le noir. Je lui avais dit que c'était inévitable. Elle avait argumenté, doucement mais fermement, que ma sécurité importait plus que ma fierté. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à envisager l'idée de m'acheter une voiture. Je ne le savais pas jusqu'à maintenant. Elle a pris une longue gorgée de son thé, puis a continué. Elle a dit qu'elle avait passé des mois à observer de loin, entendant ma voix s'amincir avec l'épuisement. Elle a dit que chaque fois que je lui disais que j'allais bien, elle savait que je ne lui disais que la surface de la vérité. Elle a dit qu'elle pouvait entendre le poids que je portais même quand je ne voulais pas que quiconque le voie. Elle m'a dit quelque chose alors qui m'a serré la gorge. Elle a dit qu'elle n'avait pas choisi de m'aider parce qu'elle m'aimait plus que Chloé. Elle a choisi de m'aider parce que j'en avais plus besoin, et elle croyait que la famille devrait répondre aux besoins, pas au bruit. Elle a dit que Chloé avait reçu beaucoup de choses tout au long de sa vie. Une aide pour ses frais de scolarité. Une aide pour son loyer quand elle a emménagé avec Lucas. Un prêt pour sa licence d'esthéticienne. Une aide pour son apport pour son appartement. Elle a énuméré cela calmement, comme si elle récitait des faits, pas des jugements. Grand-mère n'était pas une femme qui agissait sous le coup de l'émotion. Elle agissait par principe. Elle a dit qu'elle voulait équilibrer les choses. Elle a dit que l'équité comptait pour elle. Pas le favoritisme, mais l'équité. C'était sa deuxième raison de me choisir. La troisième raison était celle dont elle a parlé en dernier. C'était la raison qui semblait changer quelque chose de profond en elle quand elle l'a dite. Elle a dit qu'elle voulait que j'aie quelque chose à mon nom que personne d'autre ne pourrait toucher. Quelque chose qui ne pourrait pas être manipulé, redirigé ou revendiqué par quelqu'un de plus bruyant ou de plus exigeant. Elle a dit qu'elle savait que je ne demandais rien, mais c'est pourquoi elle voulait me donner quelque chose de sûr. Quelque chose qui représentait la stabilité. Quelque chose qui me faciliterait la vie pendant les années les plus difficiles de mon internat. J'ai écouté en silence pendant qu'elle expliquait tout cela. Mes mains étaient jointes sur mes genoux, et j'ai réalisé que je les serrais plus fort que je ne le pensais. Je ne l'avais jamais entendu parler si ouvertement des raisons de ses choix. Ma famille l'accusait souvent d'être têtue ou démodée, mais en vérité, elle était l'une des personnes les plus réfléchies que j'ai jamais connues. Je lui ai demandé quand elle avait décidé d'acheter le SUV. Elle a dit que c'était peu de temps avant son départ pour la Bretagne. Elle a dit qu'elle voulait me faire la surprise à Noël,
sachant que je serais à la maison au moins un jour ou deux avant de retourner à l'hôpital. Elle a dit qu'elle m'imaginait arriver dans l'allée dans une voiture sûre, chaude et à moi, au lieu de descendre d'un bus glacial en portant un sac à dos trop lourd pour mes épaules. Je lui ai demandé comment elle avait tout arrangé. Elle a dit qu'elle avait appelé papa et lui avait expliqué son plan. Elle a dit qu'elle lui faisait confiance. Elle a dit qu'elle croyait qu'il garderait la voiture en sécurité jusqu'à mon retour. Elle a dit qu'elle croyait qu'il serait fier qu'elle me donne quelque chose qui représentait l'indépendance et la sécurité. Elle croyait que maman serait heureuse pour moi. Elle croyait que Chloé comprendrait. Elle croyait que la famille se réunirait pour Noël et qu'elle regarderait mon visage s'illuminer alors qu'on me tendrait les clés qu'elle avait emballées dans une petite boîte. L'idée de cela a fait trembler sa voix, juste un peu. Elle a dit qu'elle avait signé les papiers chez le concessionnaire elle-même. Elle avait choisi la couleur bleu nuit parce qu'elle savait que j'aimais les couleurs sombres qui n'attiraient pas trop l'attention. Elle avait ajouté un pack de sécurité. Elle avait insisté sur les sièges chauffants parce qu'elle savait que je partais tôt le matin et rentrais tard dans les mois d'hiver glaciaux. Elle avait prépayé l'entretien pour les 2 premières années afin que je n'ai pas à m'inquiéter de dépenses imprévues. Elle a fait tout cela avec l'intention d'alléger une partie de ma vie. J'étais assise là à écouter, imaginant la voiture, l'imaginant signer les papiers, imaginant l'image qu'elle avait dans son esprit de moi la recevant. Cela m'a fait mal à la poitrine d'une manière que je ne pouvais pas décrire. Puis elle m'a dit quand les clés avaient été remises à papa et maman. C'était début décembre de l'année précédente. Elle a dit qu'elle leur avait dit de garder la voiture jusqu'à son retour de Bretagne. Elle voulait que nous soyons tous ensemble lorsque la surprise serait révélée. Elle voulait que ce soit un moment que nous partagions en famille. Elle leur avait fait confiance. C'était ce qui piquait le plus. Elle leur avait fait entièrement confiance. Elle a dit qu'elle n'avait jamais soupçonné que quelque chose n'allait pas parce que chaque fois qu'elle demandait des nouvelles de la voiture, maman lui disait de ne pas s'inquiéter. Maman lui disait que je l'adorais. Maman lui disait que je l'utilisais tous les jours. Maman lui disait que je la remerciais et que j'étais reconnaissante. Maman n'arrêtait pas de décrire mes supposées réactions en détail. Grand-mère l'a cru. Mon estomac s'est tordu quand elle a dit ça. Je me suis souvenu de chaque trajet en bus. De chaque marche dans le froid. De chaque moment où je comptais les pièces dans mon sac avant d'acheter des provisions. Je me suis souvenu de tout cela pendant qu'une autre version de ma vie était racontée à grand-mère à mon insu. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas vérifié avec moi directement. Elle a dit qu'elle voulait que la surprise reste intacte. Elle a dit qu'elle pensait que ça me rendrait heureuse à Noël. Elle a dit qu'elle n'avait jamais imaginé que mes parents trahiraient sa confiance. Elle a dit que certaines trahisons coupent plus profondément parce qu'elles viennent de personnes qui savent exactement combien de fois a été placé en elles. Elle a dit qu'elle se sentait coupable de les avoir impliquées. Elle a dit qu'elle aurait aimé m'envoyer les clés directement. Elle a dit qu'elle aurait aimé poser plus de questions plus tôt. Mais elle ne se blâmait pas. Elle blâmait les personnes qui avaient choisi la tromperie alors que l'honnêteté ne leur aurait rien coûté. Je lui ai demandé quand elle avait réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle a dit que c'était la nuit dernière quand elle m'a vu entrer dans la salle à manger avec des chaussures qui semblaient usées et un manteau plus fin qu'il n'aurait dû l'être pour l'hiver. Elle a vu l'épuisement sur mon visage. Elle a réalisé immédiatement que personne conduisant un SUV neuf tous les jours n'aurait l'air aussi épuisé que moi après le plus simple des trajets. Elle a dit qu'elle avait remarqué que Chloé portait un nouveau bracelet. Elle a remarqué le sac que Lucas portait qui coûtait plus cher que n'importe quel sac qu'il avait eu auparavant. Elle a remarqué la façon dont le sourire de Chloé vacillait lorsque la question du SUV a été posée. Grand-mère a dit qu'elle n'était pas une femme qui croyait aux coïncidences. Elle croyait au schéma. Et la nuit dernière, elle a vu le schéma clairement. Elle a posé sa main sur la mienne. Sa prise était douce mais ferme. Elle m'a dit que ses intentions n'avaient jamais été une question de favoritisme. Elle concernait l'équité. Elle a dit que Chloé avait toujours été soutenue parce que Chloé demandait bruyamment. Je n'ai jamais demandé, donc on m'a négligée, non pas parce que j'étais moins aimée mais parce que j'étais plus silencieuse. Elle a dit qu'elle voulait corriger cela. Elle a dit que me donner le SUV n'était pas une récompense. C'était un acte de foi. Une reconnaissance de mon travail acharné. Un geste pour ma sécurité. Et une déclaration que je méritais la stabilité tout autant que n'importe qui d'autre. J'ai senti une chaleur monter dans ma gorge. Mes yeux piquaient, mais j'ai cligné pour retenir les larmes.
Je ne voulais pas pleurer à ce moment-là. Je voulais comprendre chaque recoin de ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'appréciais tout ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit que je ne la blâmais pas. Je lui ai dit que j'étais reconnaissante de son intention, même si je n'ai jamais vu le cadeau. Elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà. Puis elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil et a expiré lentement. Elle a dit qu'elle voulait la vérité. Elle a dit qu'elle allait l'obtenir. Elle a dit qu'elle était restée silencieuse assez longtemps et qu'elle était fatiguée que les gens confondent sa gentillesse avec de la faiblesse. J'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Chloé debout dans l'embrasure de la porte, tenant son téléphone. Elle était redescendue, mais cette fois, elle n'avait pas l'air suffisante ou détendue. Elle avait l'air mal à l'aise, comme si elle était entrée dans une pièce où elle n'était pas la bienvenue. Grand-mère l'observait attentivement. Le silence entre elles était épais et électrique. Chloé s'est figée dans l'embrasure de la porte alors que grand-mère disait qu'elle avait des questions et que Chloé y répondrait à chacune. Les mots ont retenti comme une sonnette d'alarme. Chloé a cligné des yeux une fois, a rangé son téléphone dans son pull et a essayé de sourire, mais les coins de ses lèvres tremblaient. Je suis restée assise, alerte, mon pouls serré sous ma peau. Grand-mère n'élevait pas la voix, n'accusait pas, n'exigeait pas. Elle n'en avait pas besoin. Son calme était plus dur que des cris. Chloé a tenté la désinvolture. Elle a demandé ce que grand-mère voulait dire, a levé une épaule, a fait semblant d'être confuse. Mais grand-mère la regardait avec cette même patience concentrée qu'elle utilisait lorsqu'elle négociait des contrats ou démasquait des menteurs assez poliment pour qu'ils ne réalisent qu'ils avaient perdu qu'à la fin de la réunion. Quoi que Chloé attendit, ce n'était pas le silence qui suivit. Elle a changé de pied, a marmonné quelque chose sur le fait de devoir se préparer pour ses projets avec Lucas, a fait un geste vers les escaliers. Grand-mère lui a dit qu'elle pourrait se préparer après. Sa voix était stable, assez froide pour que Chloé s'arrête en plein mouvement. Papa est apparu dans le couloir, tenant une tasse de café qu'il a failli laisser tomber en sentant l'atmosphère. Maman planait derrière lui avec un torchon, les yeux passant nerveusement de l'une à l'autre. Il le sentait aussi. Quelque chose était en train de se défaire. Grand-mère a demandé à Chloé quand elle avait parlé pour la dernière fois au concessionnaire. Chloé s'est raidie. Elle a dit qu'elle ne savait pas de quel concessionnaire grand-mère parlait. Grand-mère a demandé si elle avait déjà conduit un SUV bleu nuit. Chloé a secoué la tête trop vite. Elle a dit non. Elle a dit qu'elle n'aimait même pas les SUV. Tout le monde a entendu le mensonge dans sa voix. Grand-mère l'a laissé finir de trébucher dans ses excuses. Puis elle s'est redressée, sa canne touchant à peine le sol. Elle a dit qu'elle se souvenait de tout clairement. Elle se souvenait de la date à laquelle elle avait acheté le SUV, de l'appel où papa avait accepté de le garder, du message que maman avait envoyé la remerciant pour le généreux cadeau. Elle se souvenait de chaque détail. Elle a demandé à nouveau. Où était le SUV? Le souffle de Chloé s'est coupé. Elle a regardé papa, espérant un secours. Il a évité son regard. Maman s'est avancée, suggérant doucement qu'il parle en privé. Grand-mère a dit non. Elle a dit que cette conversation devait avoir lieu à la lumière du jour. Les secrets avaient déjà fait assez de dégâts. Le visage de Chloé est devenu blême. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge mais je suis restée silencieuse. J'avais attendu trop longtemps pour avoir des éclaircissements. Chloé a dit qu'elle ne voulait pas discuter de cela devant tout le monde. Grand-mère lui a dit que cela concernait tout le monde, surtout moi. Chloé a forcé un rire et a dit que je surréagissais. Que rien de tout cela n'était grave. Ma colère s'est enflammée, nette et précise. Pas sauvage. Juste précise. Je lui ai demandé directement si elle était au courant pour le SUV. Chloé a regardé partout sauf vers moi. Le sol. La fenêtre. Ses mains. Puis elle a chuchoté que c'était compliqué. Compliqué était un aveu. Grand-mère a hoché la tête une fois, comme pour confirmer une théorie qu'elle connaissait déjà. Elle a dit qu'elle s'attendait à découvrir plus de vérité et qu'elle avait l'intention de tout découvrir. Papa a finalement parlé, exhortant tout le monde à se calmer. Maman a touché le bras de Chloé comme pour réconforter la victime, pas la personne qui causait du tort. Grand-mère s'est rassise, calme et résolue. Elle a dit qu'elle voulait comprendre comment le SUV qu'elle avait acheté ne m'était jamais parvenu. Pourquoi personne ne lui avait dit la vérité?
Pourquoi on lui avait menti pendant une année entière? Chloé n'a pas répondu. Elle s'est retournée et est sortie, c'est pas mal assuré. Maman s'est précipitée après elle. Papa a marmonné quelque chose sur le fait de vérifier quelque chose dans le garage et a disparu. Grand-mère est restée dans la salle à manger. Elle a laissé échapper un long soupir et a fermé brièvement les yeux. Quand elle les a rouverts, elle avait l'air fatiguée mais inébranlable. Elle a dit que les secrets pourrissent les fondations d'une famille bien avant que quiconque ne remarque les fissures. Je ne savais pas quoi dire. J'avais l'impression que le sol sous ma vie glissait depuis des années, et ce n'est que maintenant que je voyais l'inclinaison. Je suis resté avec grand-mère jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle avait besoin d'un moment seul. Elle a marché lentement vers la chambre d'amis et a fermé la porte avec une finalité silencieuse. Je suis monté dans mon ancienne chambre, les mains tremblantes. Je me suis assise sur le bord du lit, fixant le mur alors que les souvenirs s'organisaient en un schéma que je n'avais jamais reconnu auparavant. Noël de l'année précédente. Je m'en souvenais avec une clarté parfaite. J'avais fait une garde de nuit la veille de Noël, dormant quelques heures sur un lit de camp avant de replonger dans les visites. J'avais appelé brièvement mes parents. Ils avaient dîné sans moi. Chloé avait posté des photos à une table dressée en or et rouge. Personne n'avait suggéré de reporter la célébration. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Pendant cet appel, papa a mentionné que grand-mère m'avait envoyé quelque chose mais a dit de ne pas m'inquiéter. Il le garderait. J'ai supposé que c'était un petit cadeau. Un livre. Une écharpe. Personne n'en a reparlé au printemps. Où en était? Grand-mère était déjà partie pour la Bretagne, donc je n'ai pas pu lui demander. J'ai mis cela sur le compte d'un malentendu, ou peut-être que le cadeau était destiné à Chloé. Les choses allaient naturellement dans sa direction. J'ai appris il y a des années à ne pas en attendre plus. Mais maintenant, en repassant tout, c'était comme si les pièces du puzzle s'emboîtaient. Vers janvier, Chloé a commencé à poster de nouveaux types de photos. Elle et Lucas au bord d'un lac. Elle et Lucas dans un vignoble. Elle et Lucas à côté d'un véhicule bleu nuit, seulement à moitié dans le cadre, avec des légendes comme escapade du week-end et aventure spontanée. J'ai vu les photos. Pas une seule fois mon esprit ne les a connectées à quelque chose qui m'appartenait. J'ai supposé qu'ils avaient emprunté une voiture. Ou que Lucas avait changé la sienne. Pourquoi aurais-je remis en question quelque chose qui ne m'avait jamais été expliqué? Mais maintenant que je me souvenais de l'angle du capot, de la couleur de la peinture, de l'éclat sous le soleil d'hiver, tout cela s'assemblait en une seule image indéniable. Il conduisait ce qui aurait dû être à moi. Une chaleur a envahi mon visage. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans la chambre, mon cœur martelant. Papa avait dit que Chloé méritait une pause. Maman avait dit que voyager les aiderait à grandir en tant que couple. Chloé s'était vantée à la Toussaint de la fréquence de ses voyages avec Lucas malgré un budget serré. Bien sûr qu'il le pouvait. Il ne payait ni l'essence, ni l'assurance, ni l'entretien. J'avais payé des abonnements de bus. Pour un loyer qui couvrait à peine le chauffage. Pour des courses bon marché. Pour des nuits à rentrer à pied dans le noir. Ils avaient vécu à l'intérieur d'un cadeau destiné à me garder en sécurité. La trahison n'était pas seulement qu'il les prit. C'était qu'il m'ait regardé lutter sans jamais penser à arrêter. La sonnette a retenti en bas. Je me suis figé. Papa a répondu. J'ai entendu la voix forte et joyeuse de Lucas, toujours désireux d'impressionner. Il a salué papa, maman, puis Chloé. Ils sont retournés vers la salle à manger. Je me suis assise en haut des escaliers, hors de vue. Lucas a commencé à parler immédiatement. Il a dit à quel point il faisait froid dehors. Que les routes étaient mauvaises. Que la voiture se comportait incroyablement bien. Il a dit qu'il se sentait chanceux d'avoir quelque chose de si fiable. Quelque chose qui facilitait les voyages. Quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé avoir. Maman a gloussé et a dit qu'elle était contente qu'il l'aime. Lucas a ri et a dit qu'il ne l'aimait pas seulement. Il l'adorait. Chloé ne l'a pas corrigé. Papa a demandé s'il prévoyait un autre voyage. Lucas a dit oui. Il voulait conduire jusqu'à la montagne le mois prochain pour voir les sculptures de glace. Il a dit que la voiture rendait tout possible. Mon estomac s'est tordu. Ma main a couvert ma bouche pour arrêter le son qui montait dans ma gorge.
Cela confirmait tout. Puis j'ai entendu la canne de grand-mère taper contre le sol. Elle est entrée dans la pièce et a posé une seule question. De quelle voiture parlait-il? Silence. Épais et instantané. Lucas a bafouillé. Il pensait que tout le monde était au courant. Je pensais que c'était d'accord. Je pensais que c'était un bien familial partagé. Grand-mère n'a rien dit. Elle a attendu. La voix de Chloé est finalement venue, fine et effilochée. Elle a dit que tout était compliqué. Grand-mère a dit qu'elle en avait assez d'entendre ce mot. Elle voulait la vérité. Des pas ont suivi, lents et contrôlés. Elle se déplaçait dans la maison, suivant la piste d'un secret qui m'avait été caché pendant presque un an. Je me suis agrippé à la rampe en haut des escaliers, le cœur battant à tout rompre. La vérité arrivait enfin pour nous tous. Les pas de grand-mère se sont dirigés vers la salle à manger, réguliers et sans hâte, le léger tapotement de sa canne résonnant comme un lent compte à rebours. Je suis descendu, une marche prudente à la fois. En arrivant en bas, j'ai trouvé tout le monde exactement où ils étaient, figés dans l'air tendu qu'ils avaient créé. Lucas se tenait près de la porte, nerveux et agité. Maman planait protectrice à côté de Chloé, dont l'expression oscillait entre la défensive et la culpabilité. Papa faisait semblant d'étudier un ticket de caisse près de l'îlot de cuisine. Grand-mère s'est avancée au centre de la pièce et a posé une main sur le dossier d'une chaise. Elle ne s'est pas assise. Elle a simplement regardé autour d'elle, laissant le silence trancher tout le monde jusqu'à ce que l'air se raréfie. Elle a demandé à papa où étaient les papiers du SUV. Papa a cligné des yeux. Un petit clignement, mais suffisant pour tout révéler. Il s'est frotté le cou et a essayé de sourire. Il a dit que les choses prenaient des proportions démesurées. Il a dit que Noël n'était pas le bon moment pour la confrontation. Il a dit que les malentendus devraient être réglés en privé. Il a dit que toute l'affaire était plus compliquée que grand-mère ne le réalisait. Grand-mère a levé le menton. Elle a dit qu'elle posait une question très simple. Si elle avait acheté un SUV il y a un an, quelqu'un aurait dû signer pour. Quelqu'un l'avait immatriculé. Quelqu'un en avait pris possession. Elle voulait savoir qui. Papa a dégluti et a regardé maman. Maman s'est avancée avec un sourire forcé et a dit que tout cela n'était qu'un malentendu, une confusion inoffensive qui avait dégénéré de manière inattendue. Elle a dit que je ne devais pas être contrarié parce que tout serait expliqué. Elle a dit que les émotions étaient vives. Elle a dit que personne ne voulait faire de mal. Je l'ai observé attentivement. Chaque mot qu'elle prononçait était un coussin pour la vérité, une couverture douce jetée sur des angles vifs. C'était le même ton qu'elle utilisait quand elle me disait que tout allait bien même quand ce n'était pas le cas. Grand-mère n'a pas scié. Elle a de nouveau demandé où étaient les papiers. Papa s'est raclé la gorge. Il a dit qu'il les chercherait plus tard. Peut-être qu'ils étaient dans un tiroir quelque part. Peut-être avec les papiers d'assurance. Peut-être qu'il les avait égarés. Grand-mère lui a dit qu'il avait eu une année entière. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quelle accusation. Chloé s'est soudainement avancée, les bras croisés, le menton levé. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi on traitait cela comme un scandale. Elle a dit que ce n'était qu'une voiture. Elle a dit que j'étais dramatique. Elle a dit que je n'en avais même pas besoin parce que bientôt je serais médecin, et une fois que je gagnerais de l'argent réel, je pourrais acheter tout ce que je voulais. Elle l'a dit avec désinvolture, presque légèrement, mais le sentiment de du sous-jacent était indubitable. Tu seras médecin. Tu iras bien. Ces mots flottaient dans l'air comme de la poussière après un effondrement. Ce n'étaient pas des encouragements. C'étaient des justifications. La justification qu'ils utilisaient depuis des années. Un sentiment froid m'a traversé. Je lui ai demandé pourquoi elle pensait que j'irais bien. Je lui ai demandé si elle comprenait à quoi ressemblait ma vie. Je lui ai demandé si elle savait combien s'élevaient mes mensualités de prêt étudiant. Si elle savait ce que coûtait un loyer à Lille. Si elle savait ce que c'était que de rentrer à pied la nuit. Si elle savait combien de gardes je faisais simplement pour ne pas prendre de retard. Chloé a levé les yeux au ciel. Elle a dit que les internes étaient assez bien payés. Elle a dit que ma vie serait facile bientôt. Elle a dit qu'elle et Lucas voyageaient plus et avaient besoin du SUV pour leur style de vie. Elle a dit que cela avait plus de sens entre leurs mains. Le regard de grand-mère s'est déplacé d'elle à moi,
puis de nouveau à elle, comme si elle assemblait un puzzle. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois de la soirée, je me suis permis de dire la vérité sans détour. J'ai dit que l'internat payait les courses et le strict nécessaire, mais pas le confort. J'ai dit que presque chaque euro de libre allait au remboursement de mes prêts parce que je refusais de traîner une dette pendant des décennies. J'ai dit que je faisais souvent des gardes supplémentaires juste pour pouvoir payer le loyer. J'ai dit que je rentrais à pied la nuit parce que je ne pouvais pas me permettre une voiture. J'ai dit que je sautais des repas pour économiser de l'argent. J'ai dit que je vivais simplement parce que je voulais construire un avenir sans être un fardeau pour personne. Maman a tressailli quand j'ai mentionné que je sautais des repas. Les yeux de papa se sont détournés. Chloé avait l'air agacée, comme si mes difficultés étaient un inconvénient pour son récit. J'ai dit que le SUV aurait fait une réelle différence. Et le pire, ce n'était pas de perdre la voiture. C'était de savoir que quelqu'un avait décidé que je n'en avais pas besoin. La pièce a changé alors. Tout comme à l'hôpital quand la dernière pièce d'un diagnostic se met en place. Compréhension et appréhension entremêlées. Papa a de nouveau essayé d'adoucir les choses. Il a dit que Chloé avait plus besoin de la voiture à ce moment-là. Il a dit qu'elle traversait une mauvaise passe au travail. Il a dit qu'il supposait que ça ne me dérangerait pas parce que j'étais forte et indépendante. Il a dit que la famille avait toujours compté sur moi pour me débrouiller. Il l'a dit comme un compliment. Grand-mère s'est redressée, le regardant avec une déception si vive qu'on aurait dit que la température avait chuté. Elle lui a demandé s'il comprenait l'équité. La responsabilité. La confiance. Elle lui a demandé comment il justifiait de prendre quelque chose destiné à une petite fille et de le donner à une autre sans permission. Papa a marmonné des intentions. Il a dit qu'il avait bien voulu faire. Il a dit qu'il voulait ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Le visage de grand-mère ne s'est pas adouci. Maman a de nouveau essayé. Elle a dit qu'elle avait dit à grand-mère chaque mois que j'aimais la voiture parce qu'elle ne voulait pas l'inquiéter. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que grand-mère soit déçue. Elle a dit qu'elle supposait que les choses finiraient par s'arranger. Elle a dit qu'elle pensait que je ne m'en soucierais pas une fois que je gagnerais plus d'argent. Grand-mère lui a demandé pourquoi mentir semblait plus facile que de dire la vérité. Maman n'a pas eu de réponse. La voix de Chloé est revenue, plus fine maintenant. Elle a dit que mon avenir serait stable et réussi, et que le sien ne le serait jamais. Elle a dit que cela avait du sens que je sacrifie plus maintenant parce que je serai récompensé plus tard. Elle a dit que j'avais plus de potentiel et d'opportunités. Elle a dit que j'étais destiné à aller bien. Tu iras bien. Tu iras bien. Tu iras bien. La phrase s'est déroulée dans mon esprit, révélant ce qu'elle avait toujours été. Pas des encouragements. Pas de la confiance. Une permission pour eux de m'ignorer. J'ai demandé à Chloé si elle comprenait que prendre quelque chose destiné à quelqu'un d'autre était mal. Elle a dit que j'étais dramatique. Elle a dit qu'elle n'avait rien volé. Elle empruntait juste une voiture qui n'était pas utilisée. Elle a dit que les familles partageaient les choses. Elle a dit que je devrais être reconnaissante qu'elle soit honnête à ce sujet. La voix de grand-mère a tranché l'air. Elle a dit à Chloé d'arrêter de parler. Chloé a fermé la bouche instantanément. Grand-mère s'est avancée et a dit qu'elle en avait assez entendu. La confiance avait été placée entre de mauvaises mains. Elle a dit qu'elle voulait les informations d'immatriculation immédiatement. Les clés. Chaque document lié au SUV. Personne n'a bougé. Elle a fixé papa jusqu'à ce qu'il dise finalement qu'il allait les chercher. Il a fait un pas vers le bureau avant que grand-mère ne lui dise de s'arrêter. Sa voix était plus vive que je ne l'avais jamais entendue. Elle a dit qu'elle ne lui faisait pas confiance pour récupérer quoi que ce soit seul. Papa s'est figé. Puis grand-mère a dit quelque chose que personne d'entre nous n'attendait. Elle avait déjà appelé son avocat. La pièce est devenue silencieuse d'une manière qui semblait dangereuse. Maman a eu un hoquet. Papa a marmonné que c'était inutile. Chloé a regardé grand-mère comme si c'était elle qui avait été trahie. Grand-mère a dit qu'elle avait passé l'appel tôt ce matin-là après avoir réalisé que le SUV ne m'était jamais parvenu. Elle voulait une clarté juridique. Elle voulait des dossiers. Elle voulait une protection pour moi et une responsabilité pour eux. Elle a dit que l'avocat était en route. Maman a couvert sa bouche. Papa a secoué la tête.
Chloé a chuchoté quelque chose de paniqué à Lucas. Grand-mère s'est tournée vers moi et a dit qu'elle ne voulait plus que je doute de moi-même. Elle ne voulait pas que je porte des fardeaux seul. Elle ne laisserait personne me cacher la vérité à nouveau. J'ai senti ces mots s'installer profondément en moi, ancrant quelque chose qui dérivait depuis des années. Puis la sonnette a retenti. Le son a résonné dans la maison, vif et final. Papa s'est raidi. Maman a agrippé la main de Chloé. Même Lucas est devenu pâle. Grand-mère a regardé vers l'entrée avec une certitude calme. L'avocat était arrivé. J'ai d'abord entendu des pas, fermes et réguliers sur le parquet, et le léger changement dans la pièce m'a dit que tout le monde les entendait aussi. La fissure dans l'illusion de notre dîner de famille s'est élargie lorsque maître Antoine Leroy est entré dans la salle à manger, un dossier en cuir sous le bras. Il était grand, impeccablement vêtu, et d'un calme qui donnait à la scène des allures de salle d'audience attendant le premier coup de marteau. Il a hoché la tête poliment, mais ses yeux étaient concentrés et professionnels, et la chaleur qui avait rempli la pièce plus tôt s'est évaporée. Grand-mère a légèrement levé le menton, un petit geste qui m'a dit qu'elle s'attendait à ce moment. Elle l'avait invité. Elle s'y était préparée. Mon estomac s'est noué lorsque maître Leroy a tiré une chaise et s'est installé à côté d'elle comme s'il avait fait cela 100 fois. Papa s'est agité sur son siège, soudainement incapable de rester en place. Maman a pressé sa serviette contre ses lèvres. Chloé a croisé les bras et s'est penchée en arrière, les yeux mi-clos comme si elle trouvait tout cela dramatique et inutile. Maître Leroy a ouvert le dossier en cuir, révélant une épaisse pile de documents. Des relevés d'assurance. Des cartes grises. Des photocopies de signatures. Il a posé la première feuille au centre de la table. Mon souffle s'est coupé quand j'y ai vu mon propre nom imprimé en encre noire. Cela semblait irréel. Je n'avais jamais touché ces papiers. Je n'avais même jamais su qu'ils existaient. Pourtant, c'était là. Mon nom, inscrit comme propriétaire légal d'un SUV flambant neuf. Il a dit calmement que le véhicule avait été acheté l'année dernière et payé en totalité par grand-mère. Il a dit que l'immatriculation avait été effectuée correctement et légalement. La preuve de paiement était enregistrée. Les polices d'assurance étaient à jour. Tout avait été fait correctement. Sauf une chose. Je n'avais jamais reçu la voiture. La vérité était étalée sur la table d'une manière que personne ne pouvait contester. Papa s'est raclé la gorge, un son nerveux que je lui avais rarement entendu. Il a essayé de se ressaisir mais ses mains tripotaient le bord de son set de table. Maître Leroy a continué à parler du même ton calme et sec qui m'a donné des frissons. Il a dit que le concessionnaire avait livré le SUV au domicile de mes parents la semaine avant Noël de l'année dernière. Il a dit que les clés avaient été remises directement à papa, ainsi que le dossier d'immatriculation qui incluait mon nom comme propriétaire légal. Il a dit que le concessionnaire avait un registre de livraison horodaté avec la signature de papa. Papa a jeté un coup d'œil à maman comme pour demander de l'aide, mais elle a baissé les yeux sur ses genoux. J'ai regardé le silence entre s'étirer, épais et inconfortable. Puis papa a finalement parlé. Pas une excuse. Pas une explication qui avait du sens. Juste une excuse fragile qui flottait dans l'air comme un brouillard humide. Il a dit qu'il avait gardé le SUV à la maison parce que j'étais trop occupé pour revenir de l'île. Il a dit qu'il avait eu l'intention de me le dire. Il a dit qu'il pensait que ce serait plus pratique comme ça. Il a dit que le temps avait été mauvais et qu'il ne voulait pas que je conduise une voiture inconnue sur des routes verglacées. Grand-mère a inspiré brusquement, et j'ai senti sa colère même si elle n'a pas élevé la voix. Ses yeux étaient glaciales et fixes alors qu'elle le regardait parler. Elle a demandé à papa pourquoi il ne m'avait jamais dit que le SUV était là. Pourquoi il n'avait jamais appelé le concessionnaire pour confirmer quoi que ce soit. Pourquoi il avait laissé passer une année entière sans mentionner le cadeau. Papa a commencé à répondre mais a hésité. Il a semblé perdu un instant. Puis il a tenté un haussement d'épaule, disant que ça lui était simplement sorti de la tête. Cela semblait absurde, enfantin et douloureusement répété. Chloé a levé les yeux au ciel comme si toute l'affaire devenait ridicule. Elle a dit que papa se prenait la tête et que toute cette situation était montée en épingle. Elle a ajouté que le SUV n'avait pas été gaspillé. Elle et Lucas l'avaient utilisé de manière responsable. Elle a dit qu'au moins quelqu'un avait mis le véhicule à bon usage au lieu de le laisser prendre la poussière. Le silence qui a suivi était étouffant. Maître Leroy a brandi un autre document,
cette fois une série de photos imprimées sur des feuilles brillantes. Des images de caméras de sécurité. Capturées sur des parkings de supermarchés, des stations-service, le lieu de travail de Lucas, et même l'entrée d'un chalet au bord d'un lac. Chloé et Lucas entrant et sortant du SUV. Chargeant du matériel de camping. Conduisant en ville. Riant sur l'une des images, Lucas avec ses lunettes de soleil relevées et Chloé appuyée contre le capot comme si la voiture lui appartenait. J'ai senti quelque chose se tordre durement en moi. Maître Leroy a expliqué que les dossiers d'assurance montraient plusieurs rendez-vous d'entretien au cours de l'année écoulée à mon nom. Vidange. Permutation de pneus. Entretien de routine. Paiement débité sur une carte qui n'était pas la mienne. Le tout organisé par papa ou par Chloé. Aucune de ces charges n'est jamais passée par ma banque. Aucune ne m'est parvenue. J'avais remboursé mes prêts étudiants avec chaque euro de libre, vivant à la limite de mes propres finances, pendant que quelqu'un d'autre se promenait dans un SUV flambant neuf qui m'appartenait légalement. Maman a finalement parlé, sa voix tremblante. Elle a dit que tout cela était un malentendu. Elle a dit qu'ils avaient seulement gardé le SUV en sécurité pour moi. Elle a dit que je travaillais trop dur et que je n'étais jamais à la maison assez longtemps pour en profiter. Elle a dit qu'ils pensaient qu'il valait mieux le donner à quelqu'un qui pourrait l'utiliser jusqu'à ce que je sois moins occupé. Grand-mère l'a fixé un long moment, puis a posé une simple question. Pourquoi personne n'a-t-il parlé de la voiture à Amélie? Maman a hésité, cherchant quelque chose à dire. Je me suis préparé. Elle a dit que cela ne semblait pas nécessaire. Elle a dit que je me débrouillais bien. Elle a dit que je ne demandais jamais rien et qu'elle supposait que je n'avais pas besoin du SUV. Maître Leroy a posé une autre page sur la table. Un document confirmant qu'aucun transfert légal de propriété n'avait jamais été déposé. Chloé et Lucas avaient conduit un véhicule qui ne leur appartenait pas. Papa et maman avaient participé à sa rétention. Et tous l'avaient fait discrètement, sans un mot pour moi, pendant une année entière. Chloé a laissé échapper un soupir las. Elle a dit que je ne devrais pas être contrarié car je ne rentrais presque jamais. Elle a dit que ce n'était pas comme si j'aurais beaucoup utilisé le SUV. Elle a dit que je passais tout mon temps enfoui dans les dossiers médicaux et les gardes de nuit. Elle a ajouté, presque moqueusement, que je serais bientôt médecin et que je pourrais acheter ma propre voiture, probablement quelque chose de plus beau. Elle a dit que j'irais bien. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'attendais. Ils faisaient écho au même schéma qui m'avait suivi depuis l'enfance. Chloé étant celle qui avait besoin d'aide tandis que j'étais celle qui ne méritait rien parce que j'étais forte. Chloé étant celle qui luttait tandis que j'étais celle censée tout gérer seule. Maître Leroy a demandé à papa et maman s'ils avaient déjà demandé ma permission pour laisser Chloé et Lucas utiliser le SUV. Papa a admis qu'il ne l'avait pas fait. Maman a admis qu'il n'avait pas jugé cela nécessaire. Chloé n'a pas pris la peine de répondre. Elle s'est penchée en avant, levant le menton avec une sorte de sentiment de dû qui m'a donné la chair de poule. Elle a dit que grand-mère m'avait toujours favorisé. Elle a dit que j'avais déjà assez d'attention de la part de la famille. Elle a dit que le SUV aurait été gaspillé avec moi parce que je n'avais pas de vie sociale. Elle a dit que Lucas en avait besoin pour aller au travail et que cela les aidait tous les deux. Elle a dit que le cadeau était arrivé au moment parfait pour eux. Elle en avait presque l'air fière. La main de grand-mère s'est refermée sur le bord de son set de table, les articulations blanchissant. Elle a demandé à Maître Leroy de continuer. Maître Leroy a soulevé la feuille de papier suivante. Une confirmation formelle de propriété de la préfecture. Mon nom. Personne d'autre. Pas de transfert. Pas d'autorisation accordée. Pas d'échappatoire. Pas de malentendu. Il a dit que l'utilisation du véhicule par Chloé et Lucas équivalait à une possession non autorisée. Il a dit que l'utilisation de l'assurance à mon nom sans mon consentement constituait une fraude en vertu de la loi. Il a dit que les frais de service facturés à des comptes qui n'étaient pas les miens mais autorisés sous mon nom soulevaient d'autres problèmes juridiques. Il a dit que rien de tout cela ne tiendrait face à un examen approfondi. Il a dit que la piste administrative dressait un tableau clair. Papa a dégluti difficilement. Maman a murmuré quelque chose sur la loyauté familiale. Le visage de Chloé a perdu son air suffisant pour la première fois de la soirée. Elle a demandé quel était le problème. Elle a dit que tout pouvait être arrangé avec une conversation. Elle a dit qu'il n'y avait aucune raison d'impliquer un avocat.
Elle a dit que grand-mère surréagissait. Grand-mère l'a regardée avec une froideur que je n'avais jamais vue dans ses yeux auparavant. Elle a dit que ce n'était pas un malentendu. Elle a dit que c'était une trahison. Elle a dit que c'était du vol. Le mot est resté en suspens dans l'air. Chloé a protesté bruyamment, disant que c'était dur, injuste et exagéré. Elle a dit que grand-mère prenait parti. Elle a dit que je n'étais pas une victime et que je devais arrêter de me comporter comme telle. Elle a dit qu'elle et Lucas n'avaient pris le SUV que parce qu'il semblait disponible. Elle a dit que personne ne leur avait dit de ne pas l'utiliser. Maître Leroy lui a rappelé que personne n'avait le droit de l'utiliser sauf moi. Chloé a de nouveau levé les yeux au ciel mais son expression s'est fissurée. Lucas n'avait pas dit un mot de tout ce temps, mais maintenant il s'est agité inconfortablement. Il a ouvert la bouche comme pour parler mais l'a refermée quand papa lui a lancé un regard d'avertissement. Maître Leroy a posé son stylo et a joint ses mains proprement. Sa voix est restée calme. Il a dit que les faits étaient clairs. Le véhicule m'était destiné. Livré au domicile de mes parents. Retenu de moi pendant près de 12 mois. Utilisé de manière intensive par Chloé et Lucas. Entretenu par des frais non autorisés. Documenté par des dossiers d'assurance et des images de caméra. Jamais légalement transféré. Jamais mentionné à moi. Il a dit que rien de tout cela ne correspondait à un malentendu innocent. Mes mains étaient froides. Ma poitrine était serrée. La vérité était si évidente maintenant. Toutes les pièces s'emboîtaient trop proprement. Cette année de marche dans le vent glacial de l'île. Cette année de bus pour les gares de nuit. Cette année de calcul de centimes. Cette année de peur en traversant des rues vides à 4 heures du matin. Cette année aurait pu être plus sûre. Elle aurait pu être plus facile. Elle aurait pu être moins solitaire. Mais quelqu'un d'autre avait pris ce qui m'était destiné. Grand-mère a chuchoté mon nom doucement. Quand je l'ai regardé, j'ai vu du chagrin dans ses yeux. Du chagrin pour l'année que j'avais passée seule. Du chagrin pour l'aide que je n'avais jamais reçue. Du chagrin pour la confiance qu'elle avait placée en mes parents et qu'ils avaient jetée. La voix de Chloé a de nouveau percé le silence. Elle a dit que tout cela était inutile. Elle a dit que le SUV appartenait à la famille. Elle a dit que peu importait qui l'avait utilisé. Elle a dit que je faisais une scène pour rien. Elle a dit que tout le monde savait que j'irais bien sans. J'ai pris une lente inspiration, sentant le sol sous mes pieds se stabiliser. Pour une fois dans ma vie, je n'allais pas ravaler mes sentiments. Pas ce soir. Maître Leroy a regardé grand-mère. Elle a fait un seul signe de tête. Il a annoncé que puisqu'il n'y avait eu aucun transfert légal de propriété, le SUV était toujours à moi. Entièrement. Complètement. Incontestablement. Il a dit que toute utilisation continue par Chloé ou Lucas après ce soir serait considérée comme illégale. Il a dit qu'il devait cesser la possession immédiatement. Papa s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment derrière lui. Il a dit que c'était injuste. Il a dit que je déchirais la famille. Il a dit que nous pouvions en parler en privé. Il a dit que les avocats n'avaient pas leur place dans une discussion familiale. Grand-mère lui a dit que cela avait cessé d'être une discussion familiale au moment où il m'avait caché le SUV. Le silence est retombé. La fracture qui s'était ouverte au début du dîner s'est élargie. Et en regardant autour de la table, j'ai réalisé que c'était la première fois de ma vie que la vérité avait enfin une place dans cette maison. La nuit était loin d'être terminée. Au moment où grand-mère a annoncé que le SUV devait être rendu immédiatement et que toute utilisation ultérieure par Chloé ou Lucas serait illégale, la pièce a changé. C'était subtil au début, comme si l'air s'épaississait et que la température chutait d'un coup. Papa s'est figé, les mains toujours sur le dossier de sa chaise. Maman est devenue pâle, le souffle court. Chloé a laissé échapper un léger ricanement, à peine plus qu'un souffle, mais plein d'incrédulité. Lucas s'est redressé, comme s'il réalisait enfin qu'il n'était plus un spectateur. Je suis resté où j'étais, les paumes à plat sur la table, me raccrochant à la réalité. Je me sentais calme, trop calme, comme si mon corps n'avait plus d'endroit pour stocker la dernière année de ressentiment ravalé et d'épuisement profond. Peut-être que c'était ça, la clarté. Chloé a été la première à rompre le silence. Elle a repoussé sa chaise avec un léger grattement sur le parquet et s'est penchée en avant, le menton levé, les yeux vifs d'irritation plutôt que de peur.
Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire tout ce drame pour une voiture. Elle a dit que le SUV était utilisé de manière responsable et que je n'en avais presque pas besoin. Elle a dit que je serais bientôt médecin, que je gagnerais plus d'argent que je ne saurais quoi en faire. Elle a dit que sa vie avait besoin de stabilité maintenant et que le SUV lui avait donné cela. La façon dont elle l'a dit m'a coupé le souffle. Non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais parce que c'était si crûment honnête, dit sans honte ni hésitation. Le sentiment de dû se déversait d'elle comme la chose la plus naturelle au monde. Elle a dit qu'elle et Lucas construisaient leur avenir et ne pouvaient pas simplement rendre le SUV sans préavis. Elle a ajouté que leur bail d'appartement dépendait du fait que Lucas est un moyen de transport fiable. Elle a dit que pour moi, perdre le SUV ne signifiait rien car il n'avait jamais fait partie de ma vie de toute façon. Lucas a finalement parlé, d'une voix basse essayant de paraître raisonnable mais dégoulinant d'autodéfense. Il a dit qu'il comptait sur le SUV pour se rendre au travail. Il a dit que les transports en commun n'étaient pas fiables et qu'il ne pouvait pas se permettre sa propre voiture pour le moment. Il a dit qu'il ne réalisait même pas que le SUV m'était destiné parce que Chloé lui avait dit que c'était un cadeau de famille. Il a dit qu'il supposait que tout avait été réglé avec grand-mère. Sa voix s'est légèrement brisée sur son nom. Il a regardé grand-mère comme si elle tenait son destin entre ses mains, ce qui n'était pas entièrement faux. Grand-mère l'a observé en silence. Puis elle a tourné son regard vers Chloé, qui a refusé de détourner les yeux. C'était la première fois que je voyais Chloé affronter le regard de grand-mère avec un défi ouvert. La plupart du temps, Chloé jouait les douces avec elle. Ce soir, elle ne s'est pas donné la peine. Grand-mère a posé une simple question à Chloé. Pourquoi pensait-elle avoir le droit de prendre quelque chose destiné à quelqu'un d'autre? La réponse de Chloé est venue sans ciller. Elle a dit que ça avait du sens. Elle a dit que c'était elle qui en avait besoin. Elle a dit que j'avais toujours été la forte, la stable, celle qui pouvait survivre à tout. Elle a dit que c'était elle qui luttait. Elle a dit qu'elle avait senti que c'était juste. L'entendre le dire à voix haute, c'était comme voir une vérité sous laquelle j'avais vécu pendant des années prendre enfin sa première respiration en public. Papa est intervenu, essayant de nouveau de façonner le récit. Il a dit que Chloé n'avait pris le SUV que temporairement. Il a dit qu'ils auraient fini par tout discuter. Il a dit que grand-mère ne comprenait pas la nuance. Il a dit que c'était une affaire de famille. Il a dit que ça se serait arrangé avec le temps. Maman a hoché la tête rapidement, ses yeux passant de grand-mère au reste d'entre nous. Elle a dit que le SUV n'avait fait de mal à personne en étant avec Chloé. Elle a dit que Chloé avait eu besoin d'aide et que la famille s'entraidait. Elle a dit que j'aurais mon tour. Elle a dit que je finissais toujours par m'en sortir, quoi qu'il arrive. Grand-mère n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Son silence seul ressemblait à une limite qu'aucun d'eux ne l'avait jamais vu poser. Elle a dit à maman qu'aider un enfant ne devait pas se faire aux dépens d'un autre. Elle a dit à papa que la confiance, une fois brisée, ne se répare pas avec des excuses. Elle a dit à Chloé que compter sur la famille ne justifiait pas de la voler. Elle a dit à Lucas que l'utilisation du SUV n'était pas autant sa faute que la tromperie qui lui avait fait croire qu'il était disponible. Son calme rendait les mots plus vifs. Chloé a dégluti difficilement mais a gardé sa posture. Puis elle a demandé quelque chose à grand-mère qui m'a tordu l'estomac. Elle a demandé pourquoi le SUV m'était destiné, à moi. Elle a demandé si grand-mère me préférait. Elle a demandé si j'étais toujours traitée comme la petite préférée. Sa voix s'est légèrement brisée, mais le ressentiment était indubitable. Grand-mère a inspiré lentement, comme si elle essayait de contenir sa déception. Elle a dit à Chloé que cela n'avait jamais été une question de favoritisme. Elle a dit que le SUV avait été choisi pour moi parce que mon travail me mettait en danger pendant les gardes de nuit à Lille. Elle a dit que j'avais marché seul à 4 heures du matin. Elle a dit qu'elle voulait que je sois en sécurité. Elle a dit que cette décision ne diminuait pas la valeur de Chloé. Elle a dit que cela reflétait mes circonstances, pas l'amour. Les yeux de Chloé ont vacillé, l'incertitude se montrant pour la première fois. Puis l'amertume est revenue en force. Elle a dit que la sécurité ne m'était pas exclusive. Elle a dit que sa vie avait ses propres défis. Elle a dit qu'elle s'était sentie négligée pendant des années. Elle a dit que le SUV lui donnait l'impression d'une justice, pour une fois. Grand-mère a secoué la tête, un geste qui portait à la fois de la tristesse et de la finalité. Elle a dit que la justice ne se prend pas. Elle se mérite.
Elle a dit que le SUV avait été un cadeau librement donné, pas quelque chose à saisir et à justifier par l'envie. Chloé a serré la mâchoire. Elle a demandé quelle était la différence. Elle a demandé pourquoi il importait qui utilisait le SUV. Elle a demandé pourquoi le monde semblait toujours pencher en ma faveur même quand je ne le demandais pas. Je voulais parler alors, mais quelque chose en moi m'a retenu. Grand-mère n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers papa et maman et leur a demandé pourquoi ils avaient décidé que les besoins de Chloé l'emportaient sur les miens. Elle a demandé pourquoi ils n'avaient jamais envisagé de m'appeler. Elle a demandé pourquoi ils avaient caché le SUV au lieu de me dire la vérité. Elle a demandé pourquoi ils n'avaient jamais remis en question si Chloé avait le droit de le conduire. Papa a essayé de répondre. Il a dit que c'était compliqué. Il a dit qu'il avait essayé de maintenir la paix. Il a dit qu'il pensait que me le dire ne ferait que me stresser. Il a dit que j'étais trop occupé. Il a dit qu'il ne voulait pas m'accabler. Grand-mère n'a pas accepté cela. Elle lui a dit que retenir la vérité n'était pas une protection. C'était de la manipulation. Elle a dit que prétendre que c'était pour mon bien était insultant. Elle a dit que le fait qu'il croyait que le confort de Chloé importait plus que ma sécurité en disait long. Maman a tendu la main comme pour toucher le bras de grand-mère, mais grand-mère n'a pas bougé. Maman a chuchoté que Chloé avait toujours été fragile. Qu'elle avait besoin de conseils. Qu'elle n'était pas née avec la force intérieure que j'avais. Que lui donner le SUV avait été un moyen de l'aider à se stabiliser. Grand-mère a répondu doucement que la fragilité n'était pas une excuse pour le sentiment de dû. Elle a dit que permettre la faiblesse n'était pas la même chose que de donner du soutien. Elle a dit que les parents avaient la responsabilité d'élever leurs enfants avec intégrité, pas avec partialité. Le visage de Chloé a rougi. Elle a dit que grand-mère ne comprenait pas ce que c'était que de grandir dans mon ombre. Elle a dit que j'avais toujours été la plus brillante. Elle a dit que chaque accomplissement de ma part resserrait un projecteur qui la brûlait. Elle a dit que le SUV avait été la première fois qu'elle avait l'impression de recevoir quelque chose qui lui facilitait la vie à elle au lieu de moi. Papa a hoché la tête comme si cette explication rendait tout raisonnable. Mais grand-mère n'a pas fléchi. Elle a dit que la difficulté ne justifiait pas la malhonnêteté. Elle a dit que le besoin ne remplaçait pas la propriété. Elle a dit que vouloir quelque chose ne le rendait pas vôtre. J'ai senti quelque chose se soulever en moi à ces mots, quelque chose qui avait été écrasé depuis si longtemps que j'avais oublié ce que cela faisait. Chloé s'est alors tournée vers moi. Elle a dit que je devrais juste laisser tomber. Elle a dit que je gagnerais bientôt plus d'argent que tous réunis. Elle a dit qu'une voiture n'aurait pas d'importance. Elle a dit que cela ne valait pas la peine de se battre. Elle a dit qu'elle avait plus besoin du SUV que moi. Elle a dit qu'elle le méritait. Le mot a résonné dans l'air. Méritait. Elle le méritait. Le voilà. La vérité qu'elle avait contournée toute la nuit. La croyance qui pulsait dans ses veines et façonnait chaque action qu'elle prenait. Une croyance nourrie par des années de favoritisme et d'excuses. J'ai finalement parlé. Je lui ai demandé pourquoi elle méritait quelque chose qui ne lui avait jamais appartenu. Je lui ai demandé pourquoi mes sacrifices ne signifiaient rien. Je lui ai demandé pourquoi ma sécurité importait moins que sa commodité. Je lui ai demandé pourquoi l'effort était récompensé par la négligence tandis que le sentiment de dû était récompensé par des cadeaux. Chloé a ri amèrement. Elle a dit que mes sacrifices étaient mon choix. Elle a dit que j'avais choisi une carrière exigeante. Elle a dit que j'avais choisi de rembourser mes prêts de manière agressive. Elle a dit qu'elle ne devrait pas souffrir à cause de mes ambitions. Elle a dit qu'elle ne devrait pas être punie parce qu'elle n'avait pas suivi le même chemin. Lucas s'est agité à ses côtés mais n'a rien dit. Grand-mère a expiré lentement et a dit à Chloé qu'elle avait passé sa vie entière à confondre soutien et privilège. Elle lui a dit que le besoin d'aide ne lui donnait pas le droit de voler l'aide des autres. Elle lui a dit que l'amour ne signifiait pas lui permettre de maltraiter sa sœur. Elle lui a dit que cette nuit ne se terminerait pas avec des excuses. Les yeux de Chloé se sont écarquillés comme si elle comprenait pour la première fois que grand-mère ne changerait pas d'avis. Grand-mère a fait un signe de tête à Maître Leroy. Il a fouillé dans son dossier en cuir et a sorti un autre document. Il a dit que le SUV serait récupéré par une dépanneuse dans les 24 heures. Il a dit que Chloé et Lucas étaient légalement interdits de conduire le véhicule à partir de ce moment. Il a dit que le non-respect entraînerait des poursuites. Papa a éclaté, qualifiant cela d'inutile.
Maman a supplié pour un compromis. Chloé a frappé la table de sa main, disant que c'était ridicule. Lucas a marmonné quelque chose sur son travail et le transport. Grand-mère n'a pas élevé la voix. Elle a simplement dit mon nom. Elle a dit que le SUV m'appartenait. Elle a dit que le temps de la négociation était terminé. Elle a dit que la voiture revenait à la maison. Chloé s'est effondrée dans sa chaise, son expression tremblante. Le sentiment de dû s'est drainé de son visage, laissant quelque chose de brut et d'inconnu. La peur. Peut-être la prise de conscience. Peut-être les deux. Papa avait l'air impuissant. Maman fixait la table. Lucas s'est frotté le front, soudainement pâle. Grand-mère a posé doucement sa main sur la mienne. Elle était chaude, stable, pleine de la force tranquille dont j'avais vécu sans si longtemps. Elle a dit que le SUV serait rendu. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que les lignes de faille de notre famille avaient changé pour toujours, et qu'elles ne reviendraient pas en arrière. La main de grand-mère reposait sur la mienne d'une manière stable et rassurante, mais avant que je puisse dire un mot, Maître Leroy a redressé sa posture. Le changement dans son expression était indubitable. Ce qui allait suivre ne serait adouci pour le confort de personne. La pièce est devenue complètement silencieuse. Maître Leroy a dit qu'à partir de ce moment, Chloé et Lucas étaient légalement interdits de conduire le SUV. Le concessionnaire et la compagnie d'assurance avaient déjà été prévenus. Toute tentative de déplacer ou de cacher le véhicule serait documentée comme une utilisation abusive intentionnelle de la propriété. La possession continue pourrait être considérée comme un délit. Sa voix ne s'est jamais élevée. Le calme rendait chaque mot plus vif. Papa a balbutié que tout cela était inutile. Maman a supplié du regard pour que quelqu'un ralentisse les choses. Chloé a fixé Maître Leroy comme si elle venait d'apprendre que la gravité pouvait être optionnelle et que quelqu'un avait choisi de ne pas le lui dire. La mâchoire de Lucas s'est serrée si fort qu'un muscle a tressailli près de son oreille. Maître Leroy a dit qu'une dépanneuse arriverait dans l'heure. Le SUV serait enlevé de la propriété et gardé jusqu'à ce que je choisisse de le récupérer. Chloé a eu un hoquet. Lucas s'est levé de sa chaise, faisant les 100 pas derrière elle. Chloé a dit que c'était Noël, qu'ils avaient besoin du SUV pour le travail cette semaine, que personne ne le conduirait ce soir-là. Mais Maître Leroy lui a rappelé que le SUV était à moi, l'avait été pendant près de 11 mois, et m'avait été caché sans que je le sache. Retarder la récupération ne faisait que protéger les personnes qui l'avaient utilisé illégalement. Grand-mère a hoché la tête. La confiance devait être restaurée par des actions, pas des excuses. Elle s'est tournée vers papa et lui a demandé s'il comprenait. Il n'a pas répondu. Il fixait la table comme un élève pris en train de tricher à un examen qu'il pensait que personne ne noterait jamais. Les minutes passèrent en silence, rompues seulement par le bourdonnement des ventilations. La respiration de Chloé est devenue irrégulière. Lucas a juré à voix basse sur la façon dont cela allait ruiner sa semaine. Puis des phares ont balayé les fenêtres. Une dépanneuse s'est engagée dans l'allée. Son moteur grondait, bas, régulier, final. Personne n'a bougé. Maître Leroy est sorti pour rencontrer le chauffeur. Chloé s'est précipitée vers la fenêtre, criant qu'il ne pouvait pas prendre le SUV sans préavis. Elle a couru vers la porte d'entrée comme si elle pouvait physiquement arrêter le processus. Lucas a suivi, plus lentement mais tout aussi tendu. Je suis restée assise. Un calme étrange s'est installé en moi, pas un triomphe, pas une justification. Quelque chose de plus vide. Quelque chose de plus léger. Par la fenêtre, j'ai regardé le chauffeur attacher des crochets au SUV. Chloé agitait les bras, lui criant d'arrêter. Lucas soutenait que toute l'affaire était montée en épingle. Mais Maître Leroy se tenait à côté du chauffeur, un porte-bloc à la main, expliquant calmement que tout était autorisé. Papa est finalement sorti péniblement, essayant une dernière fois de négocier. Maman est restée à l'intérieur, se tordant les mains, comme si l'inquiétude seule pouvait rembobiner une année de choix. Le treuil s'est resserré. Le SUV s'est soulevé lentement sur le plateau. Chloé a crié que ce n'était pas juste. Lucas a donné un coup de pied dans la neige. Papa se tenait à l'écart, les épaules affaissées. Maman s'est appuyée sur le cadre de la porte, les yeux grands et défaits. Et puis le SUV a disparu. Les feux arrière du camion ont disparu au bout de la rue. La nuit est retombée dans son immobilité froide.
Chloé s'est laissée tomber sur les marches du porche, tremblante. Lucas faisait les 100 pas derrière elle. Papa fixait le sol. Maman a fermé les yeux un instant comme pour absorber le coup en silence. Quand grand-mère s'est rassise à table, sa colonne vertébrale semblait plus droite, son visage plus calme. Maître Leroy est revenu avec la même présence stable et a rapporté que le SUV était maintenant sous garde sécurisée. Chloé et Lucas sont rentrés dans la salle à manger, leurs visages marbrés de larmes. Ils m'ont tous les deux regardé comme si je les avais volés. Chloé a marmonné qu'elle espérait que j'étais heureuse. Lucas a ajouté que j'avais ruiné leurs moyens de transport. Je n'ai pas répondu. Je ne ressentais rien d'assez vif pour répondre. Seul le calme en moi continuait de s'élargir. Grand-mère a parlé dans le silence. Les choix avaient des conséquences. Les intentions n'effaçaient pas les actions. Emprunter sans permission n'était pas emprunter du tout. Une famille devrait s'entraider, pas voler en silence. Chloé a pleuré plus fort. Lucas fixait par la fenêtre. Papa a essayé de calmer Chloé, insistant sur le fait que les choses pourraient s'arranger. Maman a demandé à grand-mère si le rapport juridique pouvait être annulé, même partiellement. Grand-mère a levé la main. L'embarras n'était pas que le SUV soit pris, dit-elle. L'embarras, c'était tout ce qui avait mené à ce moment. Elle a dit à maman que protéger Chloé des conséquences n'était pas de la gentillesse mais de la négligence. Elle a dit à papa que le silence face à l'injustice était de la participation. Elle a dit que me traiter comme une enfant qui n'avait besoin de rien était un manque de respect déguisé en pragmatisme. Papa a ouvert la bouche mais aucun mot n'est sorti. Maman a essuyé ses yeux. Chloé s'est penchée sur la table. Lucas était assis, les bras croisés, rayonnant de ressentiment. Puis grand-mère s'est tournée vers moi. À partir de maintenant, dit-elle, tout soutien financier qui m'était destiné me serait donné directement. Pas d'intermédiaire. Pas de message relayé. Pas de cadeau caché. La confiance avait été brisée et serait reconstruite avec clarté, pas avec des suppositions. Papa s'est hérissé, insistant sur le fait qu'elle surréagissait. Maman a chuchoté le mot punition. Grand-mère n'a pas fléchi. Ce n'était pas une punition, dit-elle. C'était nécessaire. La transparence était la seule voie à suivre. Chloé a demandé si on lui coupait les vivres. Grand-mère a répondu honnêtement. Elle a dit qu'elle ne coupait les vivres à personne. Elle ne permettrait simplement plus une vie construite sur le sentiment de dû. Le soutien viendrait avec la responsabilité. Chloé a eu l'air confuse, puis vaincue, puis silencieuse. Lucas a repoussé sa chaise et a marmonné qu'il avait besoin d'un verre. Chloé l'a suivi, s'essuyant le visage avec sa manche. Papa s'est finalement assis, le poids de tout cela s'abattant sur lui. Maman s'est affaissée dans la chaise à côté de lui, sa main reposant faiblement sur son bras. Maître Leroy a rassemblé ses documents. Si le problème du SUV refaisait surface de quelque manière que ce soit, dit-il, le rapport existant rendait les prochaines étapes très simples. Il espérait que la famille choisirait l'honnêteté. La pièce est tombée dans un silence lourd. J'étais assise, les mains jointes, et je me suis permis de respirer. Des respirations profondes et complètes qui semblaient étrangères après des mois de respiration superficielle. La vérité avait remodelé la pièce. Pas de manière bruyante ou dramatique, mais dans un règlement froid et constant de la réalité. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas comme quelqu'un qui avait regagné quelque chose de précieux. J'avais l'impression qu'une limite avait enfin été reconnue. Un poids avait enfin été posé. Le destin n'avait pas crié ce soir. Il n'avait pas puni avec spectacle. Il était simplement arrivé sous la forme de conséquences attendues depuis longtemps. Le SUV était parti de cette maison. Les mensonges étaient exposés. Le schéma du silence avait été brisé. Et dans l'espace laissé derrière, quelque chose de nouveau a commencé à se former. Quelque chose de stable. Un début auquel je ne m'attendais pas. Pour la première fois depuis les trajets en bus, les gardes de nuit, l'épuisement, j'ai senti une légère aisance dans ma poitrine. Assez pour respirer sans cette oppression. Assez pour sentir que peut-être la prochaine partie de ma vie serait construite sur la vérité, pas sur les choses qui m'étaient cachées. Grand-mère a touché doucement mon bras. Elle a chuchoté que nous devrions prendre l'air. J'ai hoché la tête et l'ai suivi vers la porte d'entrée.
La nuit froide de Lyon nous a enveloppés alors que nous sortions, le genre de froid qui rend le monde étrangement immobile. La neige avait commencé à tomber en lents flocons dérivants. Ils fondaient sur mes joues presque aussitôt qu'ils atterrissaient. Pour la première fois depuis un an, j'ai vu l'allée vide sans le SUV et j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était comme si je regardais le contour d'une blessure qui venait d'être nettoyée pour la première fois. Pas encore guérie, mais enfin visible. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien à se reprocher. Je lui ai dit qu'elle avait fait plus pour moi en une nuit que mes propres parents en des années. Elle a pris ma main et l'a serrée, et nous sommes restés là un moment, écoutant les sons lointains des célébrations de Noël venant d'autres maisons de la rue. Finalement, grand-mère a dit que le SUV serait livré à un entrepôt local le matin. Elle a dit que Maître Leroy avait tout arrangé. Elle a dit que je devrais le récupérer quand je me sentirais prête. J'ai hoché la tête, bien que cela me semblât encore surréaliste, comme si une partie de moi ne savait pas comment accepter quelque chose qui m'avait été refusé pendant si longtemps. Le lendemain matin, j'ai conduit avec grand-mère jusqu'à l'entrepôt où le SUV avait été emmené. Le ciel était gris, le genre de ciel qui s'étend à l'infini sans révéler si la neige ou la pluie tombera. Lorsque le préposé m'a remis les clés, mes doigts se sont refermés dessus avec un tremblement qui m'a surprise. Le métal était froid, mais le poids semblait juste. Nous avons marché jusqu'à la place de parking, et il était là. Un SUV bleu métallique foncé, poli, silencieux, en attente. Mon nom était toujours sur les papiers. Mon nom. Pour la première fois depuis que la vérité avait éclaté, je me suis permis de le sentir. J'ai ouvert la portière du conducteur et je suis monté à l'intérieur. L'odeur de cuir et de voiture neuve était encore faiblement présente malgré près d'un an d'utilisation. Sur le sol côté passager, un ticket de caisse égaré d'une station-service a attiré mon attention, probablement laissé là par Chloé ou Lucas. Je l'ai ramassé, les plié et les mis dans le petit compartiment poubelle. C'était symbolique d'une manière que je ne pouvais pas entièrement décrire. Grand-mère se tenait dehors, me regardant avec un doux sourire. Quand j'ai baissé la vitre, elle a dit qu'il m'allait bien. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr de ce que je ressentirais en le conduisant. Elle a hoché la tête. Elle a dit que cela pourrait sembler compliqué au début, mais que cela ne rendait pas la voiture moins mienne. J'ai mis le contact. Le moteur a ronronné avec une douceur qui semblait presque étrangère. J'avais passé des années à écouter les moteurs de bus tousser et gémir, et maintenant cette force tranquille vibrait sous mes mains. Je suis resté assise un moment, laissant la chaleur se répandre dans l'habitacle. Grand-mère s'est penchée et m'a dit qu'elle me retrouverait à la maison plus tard. Elle voulait que je prenne mon temps. Je l'ai remerciée et j'ai commencé à conduire. Les routes étaient dégagées, bordées de bancs de neige de la tempête de la nuit dernière. J'ai conduit lentement au début, sentant le poids du véhicule, la façon dont il répondait à mon toucher. J'ai passé des points de repère familiers. La vieille église de la rue des Marronniers. La boulangerie où nous achetions des biscuits de Noël quand Chloé et moi étions petites. Le virage de la route où les arbres formaient une arche au-dessus de ma tête comme un tunnel. En conduisant, quelque chose s'est installé en moi. Pas de la joie. Pas un triomphe. Juste une certitude tranquille. La restauration de quelque chose que je ne savais pas avoir perdu. J'ai déverrouillé le SUV et je suis monté à l'intérieur. Le chauffage a rapidement réchauffé l'habitacle. Je suis resté assise, les mains sur le volant, respirant profondément. C'était incroyable à quel point une seule voiture faisait la différence. À quel point je me sentais plus en sécurité. À quel point je me sentais plus humaine. Le trajet du retour a été calme. Des flocons de neige flottaient à travers les lampadaires. La ville semblait plus douce, plus calme. Quand je me suis garé sur le parking de mon immeuble, j'ai coupé le moteur et j'ai laissé le silence m'envahir. J'ai tenu doucement le volant, ayant l'impression d'être entré dans une version de ma vie qui m'attendait depuis toujours. La justice, ai-je réalisé, ne ressemblait pas à un feu d'artifice. Elle ne ressemblait pas à une musique de victoire, à des applaudissements ou à une vengeance. Elle ressemblait à ceci. L'absence de peur. Le retour de quelque chose de volé. La capacité de respirer sans porter le poids de l'injustice. À Lyon, les répercussions ont secoué ma famille. Papa m'a évité pendant des jours. Il parlait à peine quand j'entrais dans une pièce, et quand il le faisait, ses mots étaient secs et prudents. Il semblait attendre que quelqu'un lui dise que les choses redeviendraient normales.
Personne ne l'a fait. Maman est devenue silencieuse aussi. Elle planait en marge des conversations, écoutant mais ne participant pas. Elle faisait de petites choses, comme préparer plus de nourriture chaque fois que j'étais là ou plier du linge qui n'était pas le sien. Mais elle n'a jamais abordé ce qui s'était passé. C'était comme si elle croyait que le silence pouvait réparer ce que les mots avaient brisé. Chloé était plus en colère. Elle a blâmé Lucas de ne pas l'avoir défendu. Elle a blâmé grand-mère d'être trop stricte. Elle m'a blâmé de ne pas pardonner facilement. Je n'ai jamais répondu. Ce n'était plus mon rôle de l'apaiser. Lucas a complètement cessé de venir. J'ai entendu par ma famille élargie qu'il avait emprunté la voiture d'un ami pour aller au travail et qu'ils luttaient tous les deux. Je n'ai ressenti qu'une tristesse lointaine pour la situation dans laquelle il s'était mis. Grand-mère est devenue mon ancre. Elle me rendait visite à Lille une fois par mois. Nous parlions plus que jamais auparavant. Elle me racontait des histoires de sa propre enfance, des erreurs qu'elle avait commises, des gens qui lui avaient appris des leçons à la dure. Elle m'a dit que la justice avait rarement l'air dramatique. Elle a dit que la vraie version était silencieuse, presque invisible, ressentie seulement par la personne qui en avait le plus besoin. Je l'ai cru. Un soir, après une longue garde, j'étais assise dans le SUV devant mon appartement, le moteur tournant doucement. J'ai pensé à quel point ma vie aurait pu être différente si la vérité n'avait pas éclaté. Comment j'aurais continué à tout porter seul, croyant que n'avoir besoin de rien était une force. Comment Chloé aurait continué à croire qu'elle méritait tout ce qu'elle voulait. Comment mes parents auraient gardé leur favoritisme discret derrière des sourires polis. La restauration de quelque chose de volé a changé plus que le simple transport. Elle a déplacé les fondations sous mes relations. Elle a révélé des fractures que j'avais fait semblant de ne pas voir. Elle m'a appris que rien de bon ne vient du silence, même quand le silence semble plus facile. La justice n'avait pas besoin d'être bruyante. Elle avait besoin d'être réelle. Quand je suis finalement sorti du SUV et que je me suis dirigé vers mon immeuble, l'air froid a touché mon visage d'une manière qui ne semblait plus hostile. J'ai serré ma veste et j'ai pris une lente inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais exactement là où je devais être. Je suis sorti du SUV et je me suis dirigé vers mon immeuble, le froid me frôlant le visage d'une manière qui ne semblait plus hostile. J'ai monté les escaliers, déverrouillé ma porte et posé mon sac sur le comptoir de la cuisine. L'appartement était silencieux, le genre de silence qui m'avait semblé autrefois solitaire mais qui me semblait maintenant mérité. J'ai allumé une seule lampe, j'ai regardé sa lumière chaude se répandre dans la pièce et j'ai laissé le calme s'installer en moi. Une année entière s'est écoulée après ce Noël, une année qui s'est déroulée dans les longs couloirs d'hôpitaux, les appels matinaux des infirmières, les moments calmes dans la salle de garde, et la confiance grandissante en qui j'étais. J'ai continué à vivre comme je l'avais toujours fait, prudente avec l'argent, prudente avec l'énergie, et prudente quant à l'endroit où je plaçais ma confiance. Mais la différence était que maintenant, personne ne remettait en question ma façon de vivre. Personne ne se moquait de moi parce que j'étais pragmatique. Personne ne levait les yeux au ciel quand je disais que je ne pouvais pas participer à une escapade de week-end ou à un dîner au restaurant parce que je me concentrais sur mes prêts étudiants. Les gens semblaient comprendre que quelque chose avait changé. Peut-être le sentaient-ils dans ma façon de marcher. Peut-être le sentaient-ils dans ma façon de parler. Ou peut-être était-ce simplement qu'une fois qu'une personne apprend ce qu'elle mérite, elle cesse d'accepter le strict minimum. Et tout le monde autour d'elle ressent le changement. À l'arrivée de la fin de l'automne, j'étais dans mes derniers mois d'internat à l'hôpital de Lille. Mon emploi du temps était toujours brutal, mais je savais comment le gérer. Je savais quand me reposer, quand pousser, quand demander de l'aide. Je savais quand m'affirmer avec les chefs de service et quand rester ferme avec les patients qui avaient peur ou étaient têtus. J'avais grandi dans mon rôle sans même m'en rendre compte. Un après-midi d'octobre, après une garde particulièrement longue qui avait commencé avant le lever du soleil et s'était prolongée dans la soirée, je suis sorti sur le parking où le SUV m'attendait. Le soleil plongeait sous l'horizon, colorant tout le ciel d'une lueur orange. J'ai déverrouillé la voiture, je me suis glissé sur le siège du conducteur et je suis resté assis un moment. Ce n'était toujours qu'un véhicule. Rien de plus. Ce n'était pas le symbole que Chloé en avait fait. Ce n'était pas le levier que papa essayait de tenir. Ce n'était pas le secret que maman essayait d'adoucir. C'était simplement un moyen de rentrer chez moi en toute sécurité après avoir sauvé la vie d'autres personnes pendant 13 heures d'affilée. Et c'était suffisant.
C'était tout. Je suis rentré lentement ce soir-là, ressentant une fierté calme que je ne m'étais jamais autorisé à ressentir auparavant. Pas à propos du SUV, mais à propos de la vie que je construisais pièce par pièce, la vie que personne ne m'avait donnée, la vie que je méritais même si ma propre famille ignorait tout ce que je portais. Les choses avec mes parents étaient devenues une distance polie. Ils se sont excusés une fois, des mois après que la dépanneuse soit partie avec le SUV, mais c'était le genre d'excuse qui restait en surface. Papa a dit qu'il pensait faire ce qui avait du sens pour la famille. Maman a dit qu'elle craignait que je pense qu'il favorisait Chloé mais ne savait pas comment tout équilibrer. Ils ont tous les deux dit qu'ils m'aimaient. Et j'ai choisi de laisser les mots là où ils étaient tombés. Je ne les ai pas repoussés. Je ne les ai pas rapprochés. J'ai juste laissé la relation s'installer dans une nouvelle forme, une qui ne me demandait pas de me faire petite ou de disparaître. Chloé, pendant ce temps, a eu une année plus difficile. Elle et Lucas se disputaient constamment. Leur relation s'est finalement effondrée sous le poids du sentiment de dû partager et de la pression du monde réel. Sans le SUV, Chloé a eu du mal à garder le travail dont elle était fière. Elle a enchaîné les postes à temps partiel, la plupart dans la vente, essayant de se stabiliser. Elle m'a appelé une fois en été, la voix fatiguée, me demandant comment je parvenais à rester si calme et stable. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que rien dans ma vie ne m'avait jamais été donné, alors j'avais appris il y a longtemps que le seul terrain stable que j'avais était celui que je construisais moi-même. Nous ne sommes pas devenus proches, mais nous nous sommes compris un peu mieux après cela. Grand-mère est restée l'encre qu'elle avait toujours été. Elle m'appelait chaque semaine, que je sois entre deux gardes, à la cafétéria de l'hôpital ou en marchant depuis le parking avec mon sac sur l'épaule. Elle me rendait visite dès qu'elle le pouvait, restant pour des week-ends dans un petit Airbnb près de mon appartement pour que nous puissions parler le matin autour d'un café avant mes gardes. Elle a dit qu'elle n'avait jamais regretté de m'avoir donné le SUV. Elle a dit qu'elle n'avait jamais regretté d'avoir mis la vérité en mouvement. Elle a dit que la famille ne consistait pas à savoir qui vous protégiez, mais qui vous choisissiez de soutenir lorsque la vérité éclatait. Je la croyais à chaque fois. Au début de l'hiver, elle est venue me voir faire une présentation dans la salle de conférence des internes. C'était une petite chose, rien de glamour, juste une revue de cas que j'avais passé des semaines à préparer. Mais quand je l'ai vue assise au dernier rang, les mains jointes sur ses genoux, les yeux brillants de fierté, quelque chose en moi s'est adouci et s'est ouvert d'une manière que j'avais oublié possible. Après, elle m'a serré fort dans ses bras et a dit qu'elle voyait le médecin que je devenais. Elle a dit qu'elle savait à quel point j'avais lutté pour cet avenir. Elle a dit que je l'avais mérité chaque centimètre avec intégrité. Sur le chemin du retour ce jour-là, j'ai vu la neige recommencer à tomber. Les flocons descendaient contre le pare-brise comme un souvenir traversant le temps. J'ai conduit prudemment, surveillant les routes, laissant le ronronnement silencieux du moteur m'ancrer. Quelque part entre l'hôpital et mon appartement, j'ai réalisé que je ne ressentais plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pas à papa. Pas à maman. Pas à Chloé. Pas au chef de service qui doutait des internes. Pas même à moi-même. L'année écoulée a réarrangé tant de parties de moi. Elle m'avait montré à quoi ressemblait la justice, à quoi ressemblait la trahison, et ce que signifiait récupérer quelque chose de volé. Mais surtout, elle m'a appris quelque chose de beaucoup plus discret. La vengeance n'a pas besoin d'être la destruction. La vengeance peut simplement être la restauration. Ce peut être reprendre ce qui vous a toujours appartenu. Ce peut être refuser de se faire petit. Ce peut être se lever dans une pièce où l'on vous a appris à rester silencieux. Ce peut être regarder les gens qui vous ont sous-estimé et choisir la dignité plutôt que la fureur. Ce peut être entrer dans sa propre vie sans s'excuser. Le SUV s'est garé sous le lampadaire alors que je me garais. J'ai coupé le contact et je suis resté assise un moment, laissant le silence remplir l'habitacle. J'ai touché légèrement le volant. Ce n'était plus un symbole de trahison, de douleur ou d'injustice. C'était juste une petite partie d'un voyage plus vaste que j'avais choisi pour moi-même. Quand je suis sorti de la voiture et que je me suis dirigé vers mon appartement, je me sentais calme. Je me sentais entière. Je me sentais prête pour tout ce qui allait suivre. Mon internat était presque terminé. Le solde de mon prêt diminuait lentement. Ma carrière prenait sa propre forme. Et je construisais une vie non pas parce que quelqu'un m'avait enfin donné la permission, mais parce que j'avais décidé que j'en méritais une. Avant d'entrer,
Je me suis tenu sur le trottoir et j'ai levé les yeux vers les fenêtres silencieuses de mon appartement. L'air était froid, mais il ne me semblait plus isolant. Il semblait pur. Il y a un an, j'étais arrivé au dîner de Noël en bus, fatigué, à bout, et ignorante de tout ce qui m'avait été pris. Aujourd'hui, je me tenais dans ma propre force, pas plus bruyante, pas plus en colère, mais plus stable. Et ça, ai-je réalisé, c'était la vraie vengeance.